Avant que Djokovic ne défie l'histoire, avant que Federer et Nadal ne façonnent une rivalité légendaire, avant même que le tennis ne devienne un sport, il était un jeu. Un passe-temps réservé à une élite, joué dans des couloirs étroits et sous des lustres dorés. Un jeu qui, contre toute attente, allait traverser les siècles, se réinventer encore et encore, jusqu'à devenir l'un des spectacles les plus suivis au monde. Cette vidéo représente la plus grande fresque du tennis qui n'a jamais été faite. De ses racines aristocratiques à sa mondialisation, des premières légendes aux raquettes en bois aux superstars d'aujourd'hui, le tennis a connu une évolution faramineuse. Chaque époque a ses héros, ses révolutions et ses combats. Et vous allez voir que l'histoire du tennis est bien plus chaotique et surprenante qu'on ne le pense. Et si je vous disais que le tennis a failli disparaître plusieurs fois, que certaines règles fondamentales ont été changées à cause d'un seul joueur? Restez bien jusqu'au bout, car certaines vérités risquent de bouleverser votre vision de ce sport. Avant d'attaquer ce format exceptionnel et jamais vu, je vous laisse avec Cons qui va vous parler du sponsor du jour. Et si je te disais que suivre les matchs de tennis pourrait te rapporter des récompenses de folie? Laisse-moi te présenter le jeu de tennis Fungiball. Fungiball, c'est le jeu de fantasy tennis basé à 100% sur les performances réelles des joueurs. Choisi parmi plus de 300 joueurs de tennis professionnels, collectionne des cartes numériques et joue avec 4 compétences clés: le service, le retour, le mental et la puissance. À chaque match, tes cartes génèrent des points basés sur les performances réelles des joueurs, ce qui te permet de grimper au classement et surtout de gagner des récompenses exclusives. De l'argent, des invitations aux plus grands tournois de tennis, des cartes rares, des équipements de tennis et même des rencontres avec des joueurs pros. Oui, tu as bien entendu. Alors, pourquoi juste regarder du tennis quand tu peux jouer et gagner en même temps? Rejoins vite la partie sur fungiball.io. Le tennis n'est pas tombé du ciel. Il a eu un ancêtre qui n'est autre que le jeu de paume. Le jeu de paume a été inventé par des moines au XIIIe siècle qui voulaient faire un peu d'exercice. En utilisant le sol, les murs et les poutres du cloître, les moines jouaient avec une balle appelée éteuf et leur paume de main, d'où le nom jeu de paume. En plein air appelé longue paume ou dans une salle appelée courte paume, le jeu de paume devient le loisir préféré des étudiants et des humanistes, puis un sport très prisé à la cour du roi. François Ier et Henri IV y jouaient très souvent, donc on retrouvait le jeu de paume dans des palais royaux, et on estime qu'au XVIe siècle, Paris comptait plus de 250 salles de jeu de paume. Le sport est apprécié pour sa simplicité et son côté ludique. Le principe est simple. 2 joueurs séparés par un filet, qui jouent sur un terrain à l'intérieur ou extérieur, et qui doivent renvoyer l'éteuf, une balle rembourrée de cuir, avec leur paume de main. Et un seul rebond est autorisé. Certaines variantes permettaient que la main soit gantée de cuir, ou même accompagnée à ce qui ressemble à une raquette. C'est que dans les années 1500 qu'on a la première raquette en bois qui est dotée d'un long manche et d'un cordage en boyau de mouton. Et au jeu de paume, gagner les 2 premiers points permettait de se rapprocher du filet de 15 pieds, le 3e point de seulement 10 pieds, sinon c'était trop près du filet. Donc 15, 30, 40, le comptage du tennis tient son origine du jeu de paume. La pratique rencontre un succès à la fois dans les cercles aristocratiques et dans les classes les plus modestes. C'est donc le sport le plus populaire au Royaume de France, mais c'est avec un prisonnier qu'il va s'exporter chez nos voisins anglais. Suite à la défaite de la bataille d'Azincourt, le duc d'Orléans est emprisonné pendant 25 ans en Angleterre. Et le duc d'Orléans aussi était un fervent pratiquant du jeu de paume. Donc il a naturellement appris ce sport aux nobles anglais. Résultat, le jeu est très vite adopté en Angleterre, les Anglais deviennent accros, mais c'est véritablement au milieu du 19e siècle que tout va s'accélérer. En 1858, le major anglais Harry Gem trace les premières esquisses d'un terrain de tennis sur le gazon de sa propriété et pratique un jeu qui se rapproche du tennis moderne. Quelques années plus tard, Harry Gem, accompagné de 3 amis, fonde à Leamington le premier club de lawn tennis au monde. Lawn tennis qui signifie tennis sur herbe. D'ailleurs, le mot tennis est tiré du français et vient de son ancêtre. En effet, pendant une partie de jeu de paume, les joueurs avaient coutume de dire tenets lors de l'engagement, tenez en ancien français. Le mot a traversé la Manche avec le jeu, mais il s'est transformé dans les bouches anglaises pour donner tennis. D'ailleurs, on remarque que plusieurs mots actuels viennent de ce jeu de paume, comme le service, qui vient du serviteur qui devait mettre la balle en jeu, ou encore le mot court désignant le terrain,
qui signifie à la base la pratique du sport par la cour du roi. Ainsi, bien que Harry James soit probablement l'inventeur du tennis moderne, dérivé du jeu de paume français, c'est un autre homme qui a eu la gloire, le Major Walter Clopton Wingfield. Celui-ci jouait aussi à une variante du tennis dans sa résidence londonienne, mais c'est bien lui qui a pris la lumière car il a popularisé, breveté et commercialisé ce sport sous le nom de sphéristique le 23 février 1874. Sphéristique qui signifie art de la balle en grec. Et il a réussi à breveter en publiant les règles de ce nouveau sport dans l'ouvrage A Portable Court of Playing Tennis. Mais alors, comment il a commercialisé le tennis? Eh bah tout simplement en vendant des coffrets comprenant des balles en caoutchouc, un filet avec ses piquets, des bandes pour tracer le terrain, des raquettes et un manuel d'instruction. Donc contrairement à la légende, il n'en est pas l'inventeur. Le sphéristique découle directement du jeu de paume et de l'apparition du caoutchouc, qui a permis la création de balles capables de rebondir sur l'herbe. Ce jeu, c'est donc le lien entre le jeu de paume et le tennis moderne. Et très vite, le sphéristique du Major Wingfield est un succès. En un an, 1050 jeux de tennis ont été vendus. Après plusieurs itérations de règles et de cours, comme le passage d'un cours en forme de sablier à un cours rectangulaire, le All England Club, un grand club privé à Londres, et son directeur Henry Jones décident d'améliorer et de fixer les règles du lawn tennis. Ça y est, le lawn tennis a un règlement officiel, clair et fixe. Le court en rectangle et ses dimensions, un contre 1 en simple, 2 contre 2 en double, 2 balles au service, 15, 30, 40 jeux, si égalité, il faut 2 points d'écart, etc. D'ailleurs, si vous voulez un récapitulatif de toutes les règles dans le tennis, mais aussi mieux comprendre les différents circuits, les différentes surfaces, les différents classements, tout se passe sur cette vidéo. Vous la retrouverez en description. Donc les règles sont fixées, et ça tombe bien, parce que le premier tournoi est créé en Angleterre, à Londres, et n'est autre que Wimbledon. On est en 1877, le tournoi compte 24 participants, et la finale se joue devant 200 personnes. C'est dire l'évolution qu'a connue le tennis. Et la France n'attend pas longtemps pour succomber au charme du tennis promu par Wimbledon. Le premier club de tennis en France ouvre ses portes à Dinard, en Bretagne, en 1878, et la pratique se répand petit à petit. Le tennis s'est aussi exporté très rapidement outre-Atlantique, en Amérique, puisque dès 1874, année de création officielle du tennis par le Major Wingfield, des matchs de tennis ont lieu aux États-Unis. Les Américains voient tout en grand, donc dès 1881, ils créent la United States National Lawn Tennis Association, qui est devenue l'USTA, la Fédération américaine de tennis. C'est la toute première fédération nationale de tennis à voir le jour. Et dans cet élan de vouloir développer le tennis chez eux, la fédération bâtit le championnat des États-Unis, qui deviendra l'US Open, un tournoi qui se jouera sur gazon pendant près d'un siècle et qui sera le dernier tournoi du Grand Chelem chaque année. À partir des années 1890 puis 1900, le lawn tennis se diffuse dans le monde entier, notamment grâce à l'Empire britannique qui pousse la pratique dans ses colonies. Le terme lawn tennis se raccourcit à tennis parce que le tennis peut se jouer sur différentes surfaces, mais c'est bien la pratique sur gazon qui domine à l'époque. Et le tennis rencontre un tel attrait qu'en 1896, il fait partie des 9 sports qui sont introduits à la première édition des Jeux Olympiques à Athènes. Donc on joue au tennis dans différents pays, mais ça c'est que le début, parce qu'au printemps 1899, Dwight Davis, qui est un étudiant à Harvard et un des meilleurs joueurs de tennis du moment, a l'idée de créer une compétition internationale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, mettant en jeu une coupe qui deviendra un saladier qu'il se propose de financer lui-même pour 1000 $. La rencontre se déroulerait en 5 matchs, 4 simples et 1 double, et le vainqueur reçoit à domicile son adversaire l'année suivante. En 1900, les Britanniques répondent positivement au défi, donc ça y est, la Coupe Davis est créée. Jusqu'en 1910, seulement 6 pays y participent, avant qu'elle s'ouvre à toutes les nations civilisées d'Orient et d'Occident. Et en 1927, on y compte 34 nations. Donc la Coupe Davis, c'est une compétition internationale annuelle de tennis masculin où les meilleures nations s'affrontent dans un format à élimination directe avec des matchs en simple et en double et traditionnellement joués sur plusieurs jours et sur différentes surfaces. Le tennis continue son expansion sur le globe et un pays lointain n'a pas manqué sa conversion au tennis, l'Australie. L'Australie étant une colonie britannique jusqu'en 1901, le pays a adopté de nombreux sports importés par les colons, dont le lawn tennis. Dès les années 1880, on y comptait déjà plusieurs clubs de lawn tennis, donc c'est assez naturellement que les championnats d'Australasie sont créés en 1905. L'Australasie qui comprenait à l'époque l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Un tournoi qui a d'abord eu lieu dans tous les États d'Australie et en Nouvelle-Zélande, mais le tournoi est longtemps boudé par les étrangers, de par son éloignement. Eh oui, dans les années 1920, il faut environ 45 jours pour se rendre de Méditerranée en Australie par la mer. Et c'est qu'en 1946 que les joueurs de tennis commencent à prendre l'avion pour se rendre à Melbourne, ville qui accueillera définitivement le tournoi à partir de 1972. L'Open d'Australie deviendra le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Et face à ce développement intense, le tennis doit se structurer, se professionnaliser.
et bâtir des instances mondiales solides capables de réguler toutes ces compétitions. La Fédération internationale de tennis a donc vu le jour en 1913, instance qui est responsable de l'organisation de la Coupe Davis et des 4 tournois du Grand Chelem. En 1920, la Fédération française de lawn tennis est créée, qui est la fédération française de tennis qu'on connaît aujourd'hui, et dont le rôle est d'organiser, de coordonner et de promouvoir le tennis en France. En 1925, ce qui était le championnat de France de tennis devient les Internationaux de France de tennis, organisés par la Fédération française. Le tournoi s'affirme comme le 2e Grand Chelem de l'année et se veut désormais international, alors qu'avant il était réservé aux membres des clubs français. Et à Paris, on y joue sur terre battue depuis 1908. Et alors que la France remporte la Coupe Davis en 1927, il est décidé de construire le stade Roland-Garros pour organiser la revanche. Le stade français cède donc 3 hectares près de la porte d'Auteuil, avec pour seule condition qu'il porte le nom de Roland-Garros. Roland-Garros, c'était pas un tennisman, mais un célèbre aviateur et camarade de promotion d'HEC d'Émile Le Sueur, qui était président du Stade français. Et l'année d'après, en 1928, la France regagne la Coupe Davis et les Internationaux de France de tennis déménagent définitivement à Roland-Garros. Côté jeu, en 1930, les raquettes résistent à des tensions plus fortes et permettent d'avoir un meilleur équilibre entre puissance et contrôle de la balle. Des balles sous pression en caoutchouc qui font leur apparition et qui deviennent les balles officielles du tennis. Les bases du tennis sont donc posées. Le tennis est aux Jeux Olympiques, le tennis à la Coupe Davis, qui voit chaque année les pays s'affronter, les fédérations nationales se créent, et 4 tournois prennent le statut de tournoi du Grand Chelem. L'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, qui sont tous organisés par leur fédération nationale et la Fédération internationale de tennis. On est donc passé du jeu de paume, qui n'était qu'une pratique anodine, pratiquée par la noblesse, mais aussi une classe populaire, qui pouvait avoir accès aux longues paumes en extérieur, à un sport reconnu dans le monde entier, qui a vu sa naissance dans la classe aristocratique et la haute bourgeoisie anglaise du 19e siècle. Une partie entre gens de la haute société étant le meilleur moyen de faire affaire à l'époque. Avec sa création, le tennis a renforcé son image de sport réservé aux aisés, avec un coût qui excluait les classes populaires. C'est donc dans cet environnement que le tennis a bâti ses événements de classe mondiale. Ça y est, le tennis est un sport à part entière, les premières instances se créent, mais très vite, tout bascule. En 1914, le monde entre en guerre. Et le tennis, comme de nombreux autres sports, est mis en pause. Les compétitions sont annulées, les clubs désertés et les joueurs mobilisés sur le front, ce qui laissa une génération décimée. Certains champions mourront d'ailleurs sur le front, comme le néo-zélandais Anthony Wilding, double vainqueur de l'Open d'Australie et quadruple vainqueur à Wimbledon entre 1906 et 1913, tué à la bataille de la Crête d'Aubert dans le nord de la France. Mais dès l'armistice, une volonté renaît. Reconstruire le circuit et remettre le tennis sur la carte du sport international. C'est dans cet élan qu'ont été créées les fédérations françaises de football, de rugby, d'athlétisme et de tennis, le tout en 1 an et demi. La France a utilisé le sport comme moyen de rééducation, et notamment le tennis. L'après-guerre marque la mise en place des premiers circuits structurés. Les grands tournois existent déjà, Wimbledon, Roland-Garros, l'US Championship, l'Australian Championship, mais il reste très fermé. Le tennis est encore trop peu internationalisé. En vérité, il est surtout pratiqué dans quelques pays majeurs. Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l'Australie. Donc c'est naturellement dans ces 4 pays qu'ont lieu les 4 plus gros tournois qui deviendront les tournois du Grand Chelem. Les 4 tournois incontournables dans le tennis. Dans les années 1920, on l'a dit, voyager en Australie ou aux États-Unis, ça prend un temps fou, donc la majorité ne fait pas le déplacement, et le tennis reste réservé à l'élite. Pouvoir jouer sur un court avec tout le matériel, ça coûte de l'argent. Tout le monde n'y a pas accès, et les joueurs sont issus de classes aisées, souvent des étudiants de grandes écoles. Les tournois sont financés par des clubs privés, qui privilégient le prestige à la rentabilité. Les conditions de jeu évoluent lentement, on introduit les ramasseurs de balles pour accélérer le rythme des matchs. Dans les années 1920, on joue aussi sur parquet, l'une des premières surfaces utilisées en intérieur. Le parquet offre un rebond très bas et rapide, ce qui rend le service volé particulièrement efficace, ce qui explique l'abondance de ce style de jeu. Et à cette époque, le tennis fonctionne sur un modèle très particulier. Les joueurs sont censés être amateurs, donc jouer pour l'honneur et non pas pour l'argent. Les fédérations nationales dirigeaient le tennis, les joueurs étaient engagés pour jouer pour leur pays, c'était la priorité. Mais problème, le tennis devient de plus en plus populaire, les meilleurs joueurs attirent du monde. On a des champions qui subliment le tennis, comme les 4 mousquetaires, avec René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon, qui ont remporté la Coupe Davis 6 fois d'affilée et tous les tournois du Grand Chelem. Donc les tournois commencent à générer des profits, mais des profits qui ne reviennent pas aux joueurs, qui doivent se débrouiller pour financer leurs voyages et leurs entraînements. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que le tennis est un sport qui tire ses origines de la bourgeoisie britannique. Mais il y avait une hypocrisie dans ce statut amateur, parce que certains organisateurs
organisateurs payaient sous la table les meilleurs joueurs pour qu'ils participent au tournoi. Et face à cette hypocrisie, on a un circuit professionnel parallèle qui se met en place. Donc, des tournois strictement réservés aux professionnels ont été créés. Ces tournois pros sont financés par des promoteurs, comme l'américain Jack Kramer, ancien joueur devenu promoteur, et ces promoteurs étaient des hommes d'affaires riches, ou des anciens joueurs qui organisaient des tournées lucratives et des tournois en vendant des billets d'entrée et en trouvant des sponsors. Mais ces tournois, du coup, étaient isolés du cadre officiel avec les grands chelems. Ce circuit pro apparaît comme une bouée de sauvetage pour les meilleurs, parce que c'est une opportunité pour eux de vivre du tennis, sauf qu'en face, les fédérations amateurs réagissent mal à cette création parallèle. Donc, ces fédérations qui organisent les 4 tournois du Grand Chelem décident que tout joueur qui passe professionnel sera exclu des tournois majeurs. Donc pour tous ceux qui vont jouer les tournois professionnels et prendre de l'argent, pas d'Open d'Australie, pas de Roland Garros, pas de Wimbledon, pas d'US Open. On est dans une situation où chaque joueur est confronté à un dilemme. Rester amateur et jouer tous les plus grands tournois, ou passer professionnel et être rémunéré, sachant que les meilleurs amateurs sont payés sous la table. C'est alors que se crée un clivage radical entre le circuit amateur et le circuit professionnel. À noter que la plupart des champions à l'époque étaient amateurs, parce qu'une légende se construit dans les plus grands tournois, les tournois du Grand Chelem, et le tennis a vite connu ses premiers champions. On parlait des 4 mousquetaires, on peut considérer que ce sont les premières icônes du tennis mondial, parce qu'au-delà de leur domination, ils ont révolutionné le jeu par leur variété tactique, en combinant service volé, défense acharnée, intelligence stratégique, bien avant que ce style devienne la norme. Donc leur impact se limite pas au titre, ils ont aussi popularisé Roland Garros à l'international, en contribuant à son ouverture aux joueurs étrangers à partir de 1925. Leur héritage est aussi technique et matériel, avec René Lacoste qui a innové avec la première raquette en métal et la marque au crocodile, fusionnant performance et élégance. Mais figurez-vous que ce sont pas les seuls à avoir fait rayonner la France dans le monde. Parce qu'en même temps, une certaine Suzanne Lenglen chez les femmes a marqué les années 1920 en remportant 8 grands chelems en simple, 8 en double, 5 en double mixte et 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Suzanne Lenglen, c'est tout simplement la première star internationale du tennis féminin. Elle a brisé les conventions avec son jeu spectaculaire et son charisme sur le court, parce qu'à cette époque, le tennis féminin était vraiment au second plan. Limite, c'était pas un sport, mais plus un hobby. Et Suzanne Lenglen, c'est celle qui a montré que les femmes pouvaient très bien jouer et devenir des légendes. Tout cumulé, elle a remporté, accrochez-vous, 241 titres avec une série de 181 victoires. Et comme les 4 mousquetaires, son influence va beaucoup plus loin, parce qu'elle a changé l'image du tennis féminin en jouant sans corset et en popularisant les jupes courtes, et Lenglen a attiré des foules immenses et a fait du tennis féminin un spectacle mondialisé. Malheureusement, elle décède d'une leucémie à seulement 39 ans, mais son empreinte sur le tennis est éternelle. Elle qui a fondé une école de tennis à côté de Roland Garros, et pour tous ses accomplissements, le deuxième cours principal de Roland Garros est renommé cours Suzanne Lenglen en 1997. Le cours central, quant à lui, a été renommé cours Philippe Chatrier à partir de 2001. Philippe Chatrier, grand homme du tennis français, ancien joueur mais surtout président de la Fédération française de tennis entre 73 et 93, c'est sous son mandat notamment que le tennis se popularise, avec un nombre de licenciés en France multiplié par 6 sur ces 2 décennies. Malgré la mise en lumière de Lenglen, le tennis féminin reste marginalisé. À l'époque, le frein social est énorme, parce que le sport est perçu comme une activité masculine. Les femmes qui pratiquent un sport de compétition sont mal vues. Il y a peu de compétition pour elles, donc quasiment pas d'argent et encore moins de reconnaissance. Donc pour l'émancipation des femmes dans le tennis, il faudra attendre quelques décennies. Revenons-en au circuit dans les années 1930. On a le circuit professionnel d'un côté, mais ce circuit est bien moins populaire que le circuit amateur. Parce que même si les meilleurs amateurs finissent par passer professionnels pour gagner de l'argent, les grands tournois du circuit amateur avec les 4 grands chelems gardent un public fidèle, alors que les manifestations professionnelles n'attirent pas, malgré la qualité des spectacles qu'ils offrent. Par conséquent, beaucoup des tournois professionnels sont des échecs financiers, alors que Wimbledon et Roland Garros engrangent des recettes importantes. Le circuit professionnel est donc pas viable financièrement, et les tournois peuvent être annulés, car trop peu de spectateurs ou une couverture télévisuelle nulle. Seuls les tournois qui sont assurés de pouvoir payer les charges avec les donations aux joueurs ont lieu, donc impossible dans ces conditions d'instaurer une tradition. Mais même pour le circuit amateur, la tradition pouvait avoir du mal à se faire ressentir, parce que les joueurs étaient entièrement soumis au bon vouloir de leur fédération, et ils pouvaient pas choisir d'eux-mêmes les tournois où ils allaient jouer. Exemple, John Bromwich, Australien qui a remporté 19 grands chelems dont 2 en simple, a été interdit par le président de la fédération australienne de jouer Wimbledon, parce que la priorité c'était de gagner la Coupe Davis et non pas un grand chelem. Donc déjà à l'époque, on se rend compte qu'il y avait ce côté politisé, et même encore plus qu'aujourd'hui, parce que les joueurs étaient tenus par leur fédération. On se rappelle quand Caroline Garcia a refusé de s'aligner en Fed Cup pour se concentrer sur sa carrière en simple. Elle a été critiquée pour cette décision, mais à la fin elle n'y est pas allée, et elle fait ce qu'elle veut, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Néanmoins, 3 tournois ont survécu plus longtemps sur le circuit professionnel et ont réussi à attirer les meilleurs pros. Wembley Pro, à Londres,
l'US Pro à New York et French Pro à Paris, donc toujours dans les pays les plus développés pour le tennis. Et ces 3 tournois étaient considérés comme constituant le Grand Chelem professionnel. Les pros n'avaient plus accès au vrai Grand Chelem, donc c'était un moyen de les remplacer. En parallèle, sur le circuit amateur, les légendes se construisent avec des victoires à répétition en Grand Chelem, comme par exemple pour le Britannique Fred Perry, qui a remporté 8 Grands Chelems en simple, le premier à réaliser le Grand Chelem en remportant les 4 tournois majeurs, à ne pas confondre avec le Grand Chelem calendaire, qui signifie gagner les 4 majeurs la même année. Et Perry, chez lui, c'est un héros. Il remporte 3 fois Wimbledon et 4 Coupes Davis d'affilée avec l'Angleterre, et il a apporté au tennis un jeu moderne et athlétique, basé sur la vitesse, un jeu de jambes exceptionnel et un revers frappé à 2 mains, ce qui était très rare à l'époque. Et il a aussi brisé des barrières sociales en devenant champion, malgré son origine modeste. Sauf qu'après avoir tout gagné sur le circuit amateur, Fred Perry a fait le choix de passer professionnel, pour la simple et bonne raison que le tennis amateur dominé par les fédérations ne lui offrait ni reconnaissance financière, ni liberté. Par conséquent, il a accepté une dotation de 25 000 $ en 1936 pour rejoindre le circuit pro. Un montant qui lui a servi de garantie financière pour quitter l'amateurisme. Et ensuite, comme les autres joueurs pros, il était principalement rémunéré via des tournois d'exhibition organisés par des promoteurs comme Bill Tilden et Jack Kramer, où les joueurs amassaient un pourcentage des recettes de billetterie. Malgré une carrière prolifique chez les pros, ce passage d'amateurisme à professionnel pour Fred Perry a contribué à la remise en question du système amateur. Mais juste après Fred Perry, c'est illustré un Américain, Donald Budge, qui a suivi exactement la même trajectoire. Un palmarès exceptionnel chez les amateurs, avec 6 grands chelems remportés en simple, tous d'affilée, entre 1937 et 1938, donc il devient le premier joueur à réaliser le grand chelem calendaire, c'est-à-dire gagner les 4 tournois du grand chelem la même saison. D'ailleurs, c'est le premier joueur qui a été désigné numéro 1 mondial au terme de 5 saisons. À cette époque, il n'y avait pas de classement, mais les numéros 1 mondiaux étaient désignés par des journalistes ou des dirigeants. Et concernant les têtes de série, sur le circuit amateur, elles existaient déjà dans certains tournois, notamment les grands chelems, mais elles étaient attribuées de manière subjective, souvent par les organisateurs ou les fédérations. Et dans le circuit pro, pas de tête de série, il n'y avait pas de protection particulière. Tout le monde pouvait affronter n'importe qui dès le premier tour, ce qui pouvait donner lieu à des chocs majeurs dès l'entame du tournoi. Mais pareil, Donald Budge estimant qu'il n'avait plus rien à faire sur ce circuit, Budge va chez les pros fin 1938 avec un contrat de 75 000 $ pour rejoindre Perry, Cochet et d'autres professionnels. Donald Budge cartonne chez les pros, et même problème, on a 2 circuits qui s'entremêlent et qui ne trouvent pas d'accord pour fusionner. Donc dans ce dysfonctionnement structurel, les années passent, et petit à petit, une australianisation du tennis s'installe, avec des champions australiens qui viennent bousculer le tennis. Frank Sedgman et sa puissance explosive, 5 grands chelems en simple. Le géant Ken Rosewall et son revers d'exception, 8 grands chelems en simple, 18 en tout. L'infatigable Roy Emerson et sa volée incroyable, 12 grands chelems en simple, 28 en tout, et 8 Coupes Davis remportées avec l'Australie. John Newcombe, le serveur volleyeur redoutable, 7 grands chelems en simple, 25 en tout. Et bien évidemment, Rod Laver, l'ambassadeur de cette génération australienne dorée. Celui qui a réalisé le second grand chelem calendaire en 1962 après Donald Budge, et qui a influencé le tennis comme personne. Un jeu explosif, ultra complet, une puissance foudroyante en coup droit, un revers révolutionnaire où il a été le premier à le lifter, une vitesse fulgurante et une capacité d'adaptation unique. Si vous voulez découvrir l'histoire de Rod Laver en détail, n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo qui retrace toute sa carrière et son héritage. Et tous ces champions australiens, Rod Laver le premier, ont transformé le tennis. Ils ont repoussé les limites en termes de longévité et de polyvalence, avec Rosewall et Laver notamment, qui ont brillé sur plusieurs décennies en s'adaptant aux différentes surfaces et évolutions du jeu. Ils ont repoussé la condition physique aussi, sous l'influence d'Harry Hopman, ancien joueur devenu entraîneur. Les Australiens ont mis un point d'honneur à être les plus affûtés physiquement. Roy Emerson a développé une endurance exceptionnelle pour tenir des heures sur le court, et John Newcombe, avec son physique de rugbyman, a prouvé que le tennis devenait un vrai sport d'athlète. Ils ont aussi redoré l'image du double, en atteignant l'excellence en simple et en double. Le double, qui jusqu'aux années 70 était presque autant valorisé que le simple. Par la suite, le simple est devenu beaucoup plus lucratif, reléguant le double à un rôle secondaire, surtout chez les hommes. En revanche, le double mixte a toujours été moins mis en avant, souvent limité au tournoi du Grand Chelem. Donc l'Australie a marché sur le tennis pendant ces quelques décennies. Pourquoi cette domination ? Parce que le tennis est arrivé très tôt dans le pays, puisque c'était une colonie britannique, et globalement l'Australie a une vraie culture nationale du sport, qui fait que les investissements vont dans le sens du sport, et sa pratique est encouragée dès le plus jeune âge. Mais figurez-vous que chez les femmes, il y a aussi du mouvement, parce que le tennis féminin se construit petit à petit. Althea Gibson. Est-ce que ce nom vous parle ? Pas certain. Pourtant, elle a marqué l'histoire du tennis en brisant les barrières raciales et en devenant la première afro-américaine à simplement participer à l'US Open
en 1950. Mais elle a fait bien plus, en remportant 5 tournois du Grand Chelem entre 56 et 58. Évidemment, elle devient la première afro-américaine à triompher dans ces tournois, mais au-delà de son jeu puissant et technique, elle a ouvert la voie à de nombreux joueurs noirs, comme Arthur Ashe ensuite, et elle a contribué plus globalement à l'intégration dans le tennis. Donc c'est le genre de championne dont l'héritage dépasse largement le sport, en ayant lutté contre les discriminations, pour inspirer des générations à poursuivre leurs rêves. Croyez-le ou non, mais la joueuse qui a pris le relais chez les femmes, c'est une Australienne. Une Australienne qui a vraiment pas fait semblant, en remportant 24 titres du Grand Chelem, en simple. Il s'agit de Margaret Court, une championne précoce qui a remporté son premier majeur en 1960 à 17 ans, et en tout, Margaret Court, c'est 11 Open d'Australie, 4 petits chelems et un grand chelem calendaire. Elle a rien laissé aux autres et elle s'inscrit au sommet dans cette australianisation du tennis. Pareil, si vous voulez découvrir son histoire en détail, cette vidéo vous servira. Donc là, on remarque quand même qu'il y a une émancipation des femmes, avec des ambassadrices du tennis féminin qui ont contribué à son développement. D'ailleurs, en 1963, la Fédération internationale de tennis ressent cette dynamique et décide de créer la Coupe de la Fédération, qui est tout simplement l'équivalent de la Coupe Davis. Donc un tournoi mondial de tennis féminin disputé par équipe nationale sur une semaine avec 4 rencontres à gagner. Dans ces années 60, on joue aussi sur moquette, qui est une alternative plus moderne pour les tournois indoor. C'est une surface synthétique posée sur un support rigide, donc surface rapide avec un rebond bas, voire légèrement irrégulier. Mais revenons sur Rod Laver, parce qu'il est probablement le joueur qui symbolise la plus grande révolution qu'a connue le tennis. Comme ses prédécesseurs, il a tout gagné en amateur, lui il a fait le Grand Chelem calendaire, donc c'est naturellement qu'il bascule sur le circuit professionnel, où après une adaptation difficile face à un niveau plus élevé, il a cartonné. Pourtant, le circuit pro était plus compétitif en qualité, parce que tous les meilleurs venaient pour gagner leur vie, mais en quantité, il était très limité, avec peu de tournois et des tableaux réduits. Mais Rod Laver, qui part du circuit amateur, ça a été la goutte d'eau. Comment un sport si réputé mondialement et déjà ancré dans l'histoire, avec des champions, avec des légendes qui ont marqué leur temps, perd ses icônes et se retrouve scindé dans 2 circuits opposés? C'est un énorme problème, mais malheureusement la noblesse du tennis était au-dessus de tout. Et la bonne conscience voulait qu'il ne faille pas gagner d'argent pour être considéré comme un grand champion. D'ailleurs, cette mentalité a causé beaucoup de tort au tennis, parce que le sport a notamment été retiré des Jeux Olympiques entre 1928 et 1984, parce que l'une des valeurs fondamentales des JO créés par Pierre de Coubertin était à l'époque l'amateurisme. Les jeux étaient destinés à des athlètes amateurs, et la Fédération internationale de lawn tennis était en conflit avec le CIO, Comité international olympique, sur la définition de l'amateurisme. Parce que la fédération avait du mal à appliquer une distinction claire entre amateur et professionnel, donc à cause de cette ambiguïté, pas de tennis aux JO pendant 60 ans. C'est regrettable, parce que oui, le tennis s'est développé au XXe siècle, mais durant toutes ces décennies, il est resté un sport sous-exploité commercialement, avec très peu de diffusion télé. Et le tennis, c'est un sport calme, silencieux, qui tient de ses origines dans les clubs privés britanniques. Donc il n'y a pas de spectacle, peu d'interaction, ce qui facilite pas l'adoption du tennis par le grand public. Donc on est dans le milieu des années 60, chez les amateurs on joue sur gazon sur tous les majeurs, sauf Roland Garros et sa terre battue. Par conséquent, on a en grande majorité un tennis d'attaque et de service volé. Les tournois sont souvent organisés dans des conditions rudimentaires, avec des terrains inégaux. Mais on a surtout ce problème amateur vs professionnel. C'est-à-dire que Rod Laver est chez les pros, donc il peut plus jouer les grands chelems ni la Coupe Davis. Ce problème devient trop gros pour ne pas le résoudre, alors que pendant ce temps-là, d'autres sports comme le foot ou la Formule 1 se professionnalisaient avec un modèle économique viable, le tennis, lui, stagnait et perdait de sa popularité. Bah oui, on pouvait plus voir Rod Laver jouer à l'Open d'Australie, ça n'avait aucun sens. Quand il a réalisé le Grand Chelem en 1962, il n'a pas battu les meilleurs du monde. Et quand il a tout gagné chez les pros, notamment en 1967, il joue les meilleurs, mais personne n'a accès à ses performances. Donc Rod Laver était le symbole de ce déséquilibre. Globalement, le tennis reste un sport réservé aux classes aisées, mais quelques signes de démocratisation commençaient à émerger, avec des joueurs issus de milieux plus modestes qui ont réussi à percer grâce à des structures fédérales plus ouvertes. Après des années de frustration et de mésentente entre ceux qui défendent l'amateurisme et ceux qui souhaitent un sport ouvert à tous, la fédération anglaise qui organise Wimbledon a cédé en premier. Ils se sont mis d'accord pour organiser en Grande-Bretagne des tournois ouverts aux professionnels et aux amateurs, dont Wimbledon dès 1968. Évidemment, la Fédération internationale de tennis était contre. Mais à Wimbledon, ils l'ont bien vu, qu'en quelques années, les fédérations ont perdu leurs meilleurs joueurs qui sont tous passés professionnels. Et ils ont senti qu'il était temps d'ouvrir les tournois du Grand Chelem aux professionnels.
Cette décision a été suivie par d'autres grosses fédérations, ce qui a poussé la Fédération internationale à céder à son tour. Le 30 mars 1968, probablement la date la plus importante de l'histoire du tennis, les membres de la Fédération internationale de tennis se sont réunis à Paris, place de la Concorde, pour signer l'acte de naissance de l'ère Open. Ça y est, le tennis devient Open, autrement dit ouvert à tous, aux amateurs et aux professionnels. Pour la première fois, les fédérations autorisent les professionnels à participer aux tournois qu'elles organisent. Vous l'avez compris, cet accord change absolument tout. Résultat, ce passage à l'ère Open a énormément contribué à la popularité du tennis. Le public a enfin pu voir les meilleurs joueurs du monde, dont Rod Laver qui gagne Wimbledon en 1968 et qui a réitéré son exploit avec un second Grand Chelem calendaire en 1969, cette fois en tant que pro face aux meilleurs pros. Donc Rod Laver illustre parfaitement le succès de ce passage à cette nouvelle ère. Et on a des champions qui ont gagné les premiers grands chelems sous l'ère Open. Ken Rosewall à Roland-Garros, Rod Laver à Wimbledon et Arthur Ashe à l'US Open. Arthur Ashe ou la figure du tennis afro-américain. En 1968, il devient le premier afro-américain à remporter l'US Open, un exploit immense dans un sport encore marqué par la ségrégation. Il ajoute à son palmarès l'Open d'Australie en 70 et un triomphe retentissant à Wimbledon en 75. Arthur Ashe ne se contente pas d'être un champion, il utilise sa notoriété pour lutter contre les discriminations raciales et militer en faveur des droits civiques, notamment en Afrique du Sud, contre l'apartheid. C'est le premier joueur noir sélectionné en Coupe Davis et capitaine de l'équipe américaine, donc il a ouvert la voie à une diversité plus grande dans le tennis. Diagnostiqué séropositif après une transfusion sanguine, il a consacré les dernières années de sa vie à la sensibilisation contre le VIH. Encore le genre de joueur qui dépasse largement son sport. Et qui dit Air Open dit modernisation des règles. Là, il faut les optimiser pour avoir le sport le plus agréable à regarder, pour les spectateurs et les téléspectateurs. Donc en 1970, on instaure le tie-break. Un jeu décisif en 7 points, avec 2 points d'écart pour départager à la fin du set. Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait avoir des sets à rallonge. Au premier tour de Wimbledon en 69, Gonzalez et Passarell ont joué 5 sets pour un total de 112 jeux, avec un premier set à 24-22 et un troisième set à 16-14. Il fallait raccourcir tout ça. Donc le fameux tie-break est joué à 8-8, sauf au dernier set où les 2 jeux d'écart restent en vigueur. Et à partir de 1973, le tie-break est joué à 6-6. L'Air Open marque aussi la création d'un nouveau tournoi, le Masters de fin d'année. Créé en 1970 pour les hommes et en 1972 pour les femmes, il rassemble chaque année les 8 meilleurs joueurs et joueuses du circuit. Et le Masters est devenu le tournoi le plus prestigieux après les 4 grands chelems, avec un format unique. 2 poules de 4, 2 demi-finales et la finale. À l'époque, il changeait assez souvent d'endroit et de surface. Sur les 10 premières éditions, il est joué dans 8 villes différentes, sur moquette, gazon ou dur. C'est le tournoi de clôture de l'année et il a renforcé la compétitivité des joueurs et joueuses en récompensant la régularité sur toute la saison. Dans les années 70, la qualité du tennis joué partout dans le monde s'améliore, l'intérêt du public et des sponsors pour couvrir les tournois grandit, donc les revenus et le professionnalisme du tennis se développent. Les joueurs et joueuses ont enfin l'opportunité de se développer financièrement en jouant au tennis, mais cette quête de pouvoir et de reconnaissance finit par créer une nouvelle séparation, cette fois-ci entre les hommes et les femmes. Les hommes, pensant être plus populaires et bankable que les femmes, réfléchissent à un plan de développement dans leur coin pour prospérer davantage. Et donc dans cet élan, 3 joueurs de l'époque décident de créer fin 72 l'association des tennisman professionnels. Une instance qui vise à défendre les intérêts des joueurs de tennis professionnels masculins et organiser un circuit structuré. Avant, le tennis était dominé par les fédérations nationales et des promoteurs privés. Les joueurs avaient peu de pouvoir. Donc l'ATP a été fondée pour leur garantir de meilleures conditions, une gestion plus équitable des tournois et une unification du circuit masculin. Ainsi, en 1973, l'ATP instaure le classement des joueurs professionnels, qu'on appelle classement ATP. Celui-ci permet d'établir une hiérarchie mondiale très précise, mise à jour tous les lundis, et ainsi de déterminer les joueurs qui peuvent entrer directement dans le tableau principal des tournois et les têtes de série. Le système du classement est simple. Les joueurs sont classés d'après un total de points qu'ils accumulent lors des tournois joués sur les 52 dernières semaines. Et contrairement aux classements nationaux, seul le niveau atteint dans chaque tournoi compte. Donc que t'aies battu Alcaraz ou Gasquet, tu gagneras le même nombre de points. Vous l'avez compris, on rentre dans l'ère moderne, l'ère des statistiques, l'ère des records. Et face à ces changements, le tennis féminin est mis sur la touche. Les femmes gagnent environ 10% de ce que les hommes gagnent,
Donc sur le circuit féminin, l'heure est à la révolution et à la quête de reconnaissance. Et en 1973, la WTA est créée sous l'impulsion de Billie Jean King, WTA pour Women's Tennis Association, soit l'équivalent de l'ATP. La WTA vise à unifier et défendre les droits des joueuses professionnelles. Elle a permis de structurer le circuit féminin, d'assurer une meilleure égalité des gains et de donner plus de pouvoir aux joueuses. Le premier classement mondial féminin apparaîtra fin 75. Néanmoins, après la création de l'ATP en 72 et de la WTA en 73, il restait d'importantes inégalités entre hommes et femmes. Le circuit ATP a rapidement gagné en popularité et en financement, alors que la WTA a dû cravacher des décennies pour obtenir une reconnaissance équivalente. Pareil pour les écarts de gains, qui sont restés élevés pendant très longtemps. Donc ça y est, hommes et femmes ont leur structure, mais en réalité le tennis masculin a plusieurs longueurs d'avance en termes de popularité, de développement et de financement. Pourtant, le tennis féminin est toujours plus passionnant, avec la présence de cette fameuse Billie Jean King, joueuse américaine, qui a fait bouger les lignes en créant avec 8 autres joueuses la WTA. Mais outre son combat noble pour défendre l'intérêt des joueuses, Billie Jean King a révolutionné le tennis. 39 titres du Grand Chelem, dont 12 en simple, 7 Coupes Davis avec les États-Unis, elle s'est imposée comme l'une des meilleures joueuses de l'histoire, ce qui lui a permis d'avoir toute cette influence lorsqu'elle a fondé la WTA. D'ailleurs, en 1973, Bobby Riggs, un ancien champion américain qui a 55 ans, clame haut et fort que le tennis féminin est si inférieur au tennis masculin qu'il est lui-même encore capable de battre n'importe quelle femme sur un court de tennis. Bobby Riggs, c'était un machiste provocateur qui aimait dévaloriser le tennis féminin. Il a donc défié Margaret Court, qui avait 30 ans et qui venait de gagner l'Open d'Australie et Roland-Garros. Résultat, Bobby Riggs s'impose 6-2, 6-1. L'Américain jubile, il se proclame champion de tennis féminin. Et il va encore plus loin en proposant cette fois à Billie Jean King de l'affronter avec 100 000 $ à la clé. L'Américaine, au début hésitante, finit par accepter. Et le match devient un énorme événement, qui prend le nom de Battle of the Sex. Plus de 30 000 spectateurs à Houston, 50 millions de téléspectateurs dans 37 pays. Billie Jean King arrive en Cléopâtre, portée par des hommes musclés, alors que Riggs entre dans un pouce-pouce tiré par plusieurs mannequins. C'est la première fois que le tennis prend l'allure d'un spectacle et s'affranchit de ses codes aristocratiques britanniques. Et dans un match au meilleur des 5 manches, Billie Jean s'impose 6-4, 6-3, 6-3. Victoire pour l'américaine, mais surtout victoire pour les femmes, victoire pour le tennis féminin. Même si sur le papier, la championne du moment qui bat un cinquantenaire, ça paraît logique. Mais ce match, il a joué un grand rôle dans la reconnaissance du sport féminin, mais aussi du tennis comme sport majeur. Dès l'année suivante, en 74, les tournois hommes et femmes ont connu la plus forte fréquentation jamais enregistrée, et ils ont signé leur premier contrat de diffusion avec des chaînes de télévision nationales aux États-Unis. Donc, Billie Jean King, comme Althea Gibson, comme Arthur Ashe, dépassent très largement le tennis. Dans ce début d'Air Open, les conditions de jeu évoluent. Les raquettes en bois restent la norme, mais les modèles deviennent plus légers et mieux équilibrés. Les balles gagnent en qualité et en standardisation, ce qui offre plus de régularité dans le jeu. Et naturellement, la nécessité d'être en excellente condition physique devient évidente. Les entraînements se spécialisent sur le plan athlétique, avec un travail plus poussé sur l'endurance et la force. Mentalement, la pression s'intensifie, et certains joueurs commencent à adopter des techniques de gestion du stress et de concentration. Côté surface, le gazon reste dominant, avec 3 des 4 grands chelems, mais l'US Open fait un premier pas vers la modernité, en passant à la terre battue verte en 1975, puis au dur en 1978. Un changement crucial qui favorise un jeu plus physique et plus varié. En parallèle, le jeu de fond de court commence à se faire voir et vient concurrencer le traditionnel service volé. Notamment grâce à l'arrivée d'un certain Suédois, Björn Borg, qui a survolé la terre battue de Roland-Garros et le gazon de Wimbledon. Borg a imposé un rythme très intense, avec ses coups liftés qui ont sonné comme une révolution, même si Rod Laver avait déjà montré la voie un peu plus tôt, avec 6 Roland-Garros, 5 Wimbledon, dont 3 doublés, 2 titres au Masters et une Coupe Davis, Borg est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. C'est le premier, dans l'Air Open, à remporter un tournoi du Grand Chelem 5 fois consécutivement. Il a totalisé une série de 41 matchs gagnés à Wimbledon, record qu'il détient avec un Suisse dont on parlera un peu plus tard. Björn Borg, il est également connu pour son sang-froid. Un sang-froid qui contrastait très fortement avec le sale caractère de son plus grand rival, John McEnroe. McEnroe, la légende américaine qui lui a marqué le tennis par son jeu offensif. Service volé, retour volé avec une prise de balle ultra précoce, un toucher de balle d'exception et des réflexes hors normes. McEnroe a remis les États-Unis au sommet du tennis mondial en remportant 17 titres du Grand Chelem, dont 7 en simple, 5 Coupes Davis et 10 Masters, dont 3 en simple. Outre son palmarès fou, c'est aussi pour sa personnalité et son caractère vilain qu'on le connaît. Ça lui arrivait souvent de s'énerver contre des arbitres, des juges de ligne, ou même des photographes, ou toute autre personne présente au mauvais moment. Donc dans sa rivalité avec Borg, c'était lui le colérique. Borg, c'était la glace, l'imperturbable.
lui c'était le feu. La susceptibilité poussait à son paroxysme avec le fameux You cannot be serious quand l'arbitre annonçait son service faute. Et la rivalité Borg-McEnroe nous a donné un des plus grands matchs que le tennis ait connu, en finale à Wimbledon en 80. Un match qui atteint des sommets en termes de niveau et de dramaturgie, avec un 4e set que McEnroe remporte 18-16 au tie-break, mais que l'Américain finit par perdre 8-6 au 5e set. C'est la première rivalité marquante dans l'Air Open. C'est celle qui a façonné par la suite les duels entre grands champions. Une rivalité tellement mythique qu'un film sorti en 2017 y a été consacré. Dans cette génération de joueurs transgressifs, un joueur roumain s'est particulièrement illustré. Il s'agit de Ilie Nastase, grand champion dans le début de l'Air Open qui a été numéro 1 mondial du classement ATP en remportant 2 grands chelems en simple et 4 Masters. Mais pareil, au-delà de son palmarès, Nastase s'est distingué pour son sens du spectacle, pour le meilleur et pour le pire. En amusant le public parfois, mais aussi en s'en prenant verbalement à l'arbitre. Et vous imaginez bien que quand Nastase croisait la route de McEnroe, ça pouvait faire des étincelles. Leur match à l'US Open en 79 où Nastase est disqualifié pour comportement antisportif marque l'histoire comme l'un des matchs les plus chaotiques. Un duel de voyous qui se termine avec la police anti-émeute sur le court. Bref, un match lunaire dans un tennis qui se professionnalise de plus en plus. A noter que Nastase, c'est le premier sportif professionnel à signer un contrat avec Nike en 1972. Donc l'Air Open permet de voir les premiers gros contrats pour les athlètes, signe que le tennis s'est fortement développé. Et Nastase, c'est aussi l'un des premiers à utiliser pleinement une raquette en acier, tout en combinant un toucher de balle exceptionnel et un jeu fantasque. Toujours dans ses champions au sale caractère, on a Jimmy Connors, une légende américaine qui a fait briller les États-Unis de mille feux en remportant 8 grands chelems en simple et en repoussant les limites du tennis en termes de longévité au top. 25 ans de carrière, dont 16 saisons dans le top 10, Jimmy Connors a régné en patron. Il a imposé un tennis tout en rythme et en puissance, avec son revers à 2 mains et son style agressif qui a traumatisé ses adversaires. Avec ce jeu innovant, Jimmy Connors, c'est le premier monsieur record dans l'Air Open. Il était trop fort. Il a réalisé l'exploit d'atteindre les demi-finales à l'US Open 12 fois consécutives, entre 74 et 85. Il a remporté 109 tournois au total, record. Il a joué 164 finales, record. Il a remporté 1274 matchs, record. Mais Jimmy Connors avait lui aussi un sale caractère, mais d'une manière différente de McEnroe et de Nastase. Lui, il était parfois arrogant, mais surtout brutal et ultra combatif. Il avait une mentalité de guerrier, il détestait perdre, mais c'est cette mentalité de vainqueur qui a fait de lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il y en a un autre qui aurait pu être colérique, c'est Guillermo Vilas. L'Argentin Vilas qui a dominé la terre battue avec une intensité sans égale, avec un jeu alliant puissance et précision. Mais Vilas, il a été victime d'une grande injustice au niveau du classement mondial. Parce que malgré ses succès et son incroyable régularité, il n'a pas été numéro 1 mondial en raison d'un système de classement injuste qui ne comptabilisait pas ses victoires sur les tournois en Amérique du Sud. D'ailleurs, le documentaire Un classement contesté sur Netflix raconte très bien cette injustice historique. Chez les femmes, tandis que Margaret Court et Billie Jean King se partagent leur dernier grand chelem, Chris Evert, une autre américaine, s'est invitée à la fête en bousculant le tennis féminin. Elle a tout explosé avec son jeu entre régularité et précision, avec un mental d'acier et un revers à 2 mains redoutable. 157 titres en simple, dont 18 grands chelems et 4 Masters. Chris Evert, c'est la première joueuse à dépasser les 1000 victoires en individuel. Elle a le pourcentage de victoires le plus élevé de l'histoire, hommes et femmes confondus, plus de 90%. Surnommée la reine de la terre battue, elle a remporté 7 Roland Garros et 3 US Open, les 3 années où le tournoi se jouait sur terre battue. Et l'apport d'Ever dans le jeu, c'est sa solidité du fond de court, où elle a réussi à bloquer tous ses adversaires qui faisaient service volé et les piéger dans une filière longue qu'elle seule maîtrisait. Donc ça y est, le sport s'est professionnalisé à tout point de vue. Les premiers juges de ligne professionnels apparaissent pour garantir une meilleure qualité d'arbitrage. C'est d'autant plus crucial quand on a des joueurs comme Nastase ou McEnroe qui remettent souvent en question les décisions arbitrales. On a la télévision en couleur qui se généralise, donc l'expérience du téléspectateur s'améliore. Une très bonne chose, surtout pour un sport visuel comme le tennis. Donc les premiers gros contrats télévisés explosent, notamment avec CBS aux États-Unis, ce qui permet une meilleure rémunération des athlètes et une belle expansion commerciale des circuits professionnels. Face à cet engouement, en 1978, un nouveau circuit est créé, l'ATP Challenger Tour. Un circuit qui correspond à la 2e division du tennis professionnel et qui permet aux jeunes talents et aux joueurs classés au-delà du top 100 d'accéder plus facilement au circuit principal. Donc ce nouveau circuit structure le développement des joueurs,
mais la différence de moyens entre les circuits ATP et Challenger reste importante. Et toujours en 1978, l'ATP a créé la World Team Cup, une compétition par équipe nationale avec un format plus léger que la Coupe Davis, où on a 8 nations qui s'affrontent dans un format à 2 simples et un double. Ça a lieu chaque année, en mai, sur terre battue, une préparation idéale pour Roland Garros. Donc les années 70 ont sonné le début du tennis moderne. Ça y est, le tennis est un sport reconnu. Une décennie avec des immenses champions et championnes, et une concurrence intense qui a redéfini le jeu. Par rapport à l'ère moderne, cette époque se distingue par un style de jeu plus varié, évidemment moins de professionnalisme dans l'approche physique, et des matchs plus longs. Parce que par la suite, tout s'est accéléré. Les années 1980 marquent un tournant majeur dans l'histoire du tennis. C'est une décennie où les styles de jeu évoluent grâce aux nouveaux matériaux, aux nouvelles technologies, et où l'audience mondiale explose, avec l'émergence de champions et de championnes qui apparaissent comme les premières vraies stars mondiales. Les années 80 sonnent aussi le retour du tennis aux Jeux Olympiques, d'abord en démonstration à Los Angeles en 1984, c'est-à-dire que le tournoi a lieu mais que les médailles ne sont pas comptabilisées, et puis officiellement en 88 à Séoul. Et cette décennie, elle marque une transition entre deux générations. D'un côté, les champions qui ont triomphé dans les années 70, comme Borg, McEnroe, Connors, et qui dominent encore en début de décennie, et de l'autre, une nouvelle vague de champions qui vont marquer cette ère. Et les premiers sont suédois. La tâche est rude parce que Björn Borg vient de remporter son 11e titre du Grand Chelem à Paris, mais Mats Wilander et Stefan Edberg, inspirés par le jeu de leur aîné, prennent le relais et deviennent les champions suédois de cette période. Wilander réalise l'exploit de gagner Roland Garros en 82 à 17 ans et 9 mois. Record de précocité pour un vainqueur de Grand Chelem à l'époque, record battu depuis, on y reviendra. En finale, Wilander bat Vilas dans ce qui est encore aujourd'hui la plus longue finale à Paris, en 4h56, et le Suédois, fort de son intelligence de jeu et de son adaptation, a remporté 7 titres du Grand Chelem, dont 3 Roland Garros. Droitier, revers à deux mains, il était considéré comme le stratège du circuit et arrivait constamment à tirer le meilleur de son jeu. Une défense hors pair sur terre battue et des séquences très offensives sur dur et sur gazon. Résultat, petit Chelem en 1988, numéro 1 mondial, le 7e numéro 1 mondial dans l'Air Open. Et puis Stefan Edberg, joueur fluide et élégant avec son revers à une main. Edberg s'est distingué par son toucher exceptionnel et sa capacité à attaquer systématiquement le filet après son service, ce qui fait de lui l'un des plus grands ambassadeurs du service volé. En misant sur sa finesse, ses volées précises et ses déplacements, Edberg a remporté 6 titres du Grand Chelem, 4 Coupes Davis, 3 World Team Cup avec la Suède, et il a succédé à Wilander à la place de numéro 1 mondial, le 8e dans l'Air Open. Edberg, il était aussi reconnu pour sa classe et son fair play. Il a d'ailleurs remporté le titre du joueur le plus fair play 5 années. Prix qui a d'ailleurs été rebaptisé à son nom en 1996. Edberg et Wilander ont réussi à remporter 10 grands chelems à eux deux dans cette décennie 80. Mais figurez-vous qu'un Français a réussi le temps d'un tournoi à stopper cette ère suédoise. Oui, je parle bien de lui, Yannick Noah. En 1983, Yannick Noah est rentré dans l'histoire du tennis en remportant Roland Garros, en devenant le premier joueur français à s'imposer en Grand Chelem depuis 1946. En finale, il a dominé Mats Wilander en 3-7 grâce à un jeu spectaculaire basé sur son service volé ultra agressif et une couverture de terrain impressionnante. Mais au-delà du titre, en 83, c'est bien l'émotion qui marque les esprits. Le public envahit le court, Noah fond en larmes après sa victoire, mais depuis ce match, aucun autre joueur français a réussi à remporter Roland Garros, ni même un autre majeur. Un an plus tard, en 1984, c'est un champion d'Europe de l'Est qui triomphe à Roland Garros, Ivan Lendl. Lendl, c'est la rigueur, la discipline et une machine à gagner. D'origine tchécoslovaque, il impose un nouveau standard en termes de préparation physique et mentale. Là où McEnroe jouait tout en toucher, Lendl il a apporté une puissance et une régularité incroyable du fond du court, notamment avec son coup droit frappé à pleine vitesse. Et Lendl, c'est le premier à utiliser la puissance et le lift de manière systématique, une approche qui finira par façonner le tennis moderne. Il a remporté 8 titres du Grand Chelem et a passé 270 semaines en tant que numéro 1 mondial. Mais en parallèle, en 85, le tennis voit débarquer d'Allemagne un nouvel ambassadeur, un pays qui n'avait jamais triomphé en Grand Chelem chez les hommes dans l'Air Open. Le monde découvre un phénomène. À 17 ans, Boris Becker devient le plus jeune vainqueur de Wimbledon et prend le nom de Boom Boom du fait de son service et de son jeu offensif basé sur la puissance. Becker apporte une nouvelle dimension au jeu avec une puissance de frappe et une explosivité qui n'avaient jamais été vues. Sa surface de prédilection, c'était la moquette où il a remporté plus de la moitié de ses 49 titres en simple et avec 6 titres du Grand Chelem, 3 Masters, 2 Coupes Davis, 2 World Team Cup, il place l'Allemagne sur la carte du tennis. Chez les femmes, en revanche, les gros tournois sont moins partagés parce que Chris Evert continue son hégémonie. Elle remporte 9 grands chelems entre 80 et 86, mais l'américaine est vite concurrencée par une tchécoslovaque,
Martina Navratilova. Navratilova est arrivée fin des années 70 et elle a instauré une révolution. Comme Lendl, elle a incarné la rigueur et la domination physique. Sa condition physique bien supérieure à celle de ses concurrentes lui a permis d'imposer son jeu de service volé avec une précision chirurgicale. Et elle s'est inscrite dans cette nouvelle génération qui s'affûte physiquement pour pouvoir tenir des heures sur le court et lutter contre la fatigue. Elle écrase la concurrence avec 18 titres du Grand Chelem en simple, 59 au total, 8 titres au Masters en simple, 13 en double et 4 Coupes Davis. C'est la deuxième joueuse la plus titrée de l'histoire du tennis féminin derrière Margaret Court. En 1988, changement majeur pour l'Open d'Australie, le tournoi passe à une surface dure. C'est aussi cette année-là que le tournoi a déménagé de Kooyong à Melbourne Park. Donc on a désormais l'Open d'Australie sur dur, Roland Garros sur terre battue, Wimbledon sur gazon et l'US Open sur dur. Un dur plus rapide qu'à l'Open d'Australie. Et donc chaque grand chelem développe son identité. Wimbledon devient le royaume du service volé, avec une herbe ultra rapide qui favorise les échanges courts. Tandis que Roland Garros, c'est un paradis pour les joueurs de fond de court, exigeant un physique d'acier. Dans cette décennie, les 4 tournois du Grand Chelem deviennent des événements planétaires. Donc le tennis apparaît comme un sport majeur plus que jamais. La Coupe Davis prend de l'ampleur, le tennis est de retour au JO, et le circuit féminin continue son développement, avec l'émergence des premières grandes stars féminines, avec Navratilova qui a réalisé des exploits, comme remporter 6 Grands Chelems d'affilée, mais aussi une certaine Steffi Graf qui a pris le pouvoir en fin de décennie. Une nouvelle reine qui symbolise le tennis moderne avec un jeu ultra agressif en fond de court, un service frappé à plat qui lui offrait beaucoup d'ace et un coup droit foudroyant. En 1988, elle a réalisé l'année dorée en remportant les 4 tournois du Grand Chelem et l'or olympique. Un exploit jamais réédité, c'est une des plus grandes joueuses de l'histoire, 22 titres du Grand Chelem remportés en simple, 5 Masters, et elle est la joueuse qui a occupé le plus longtemps la place de numéro 1 mondiale, détenant le record de 8 saisons HV et de 377 semaines cumulées. Donc on remarque que chez les femmes, 3 championnes se sont partagées les plus gros titres, Evert, Navratilova et Graf. Alors que chez les hommes, on a une panoplie de champions qui se sont imposés et qui ont marqué le tennis, chacun à leur manière. A noter qu'en 1989, un champion américain est venu battre le record de précocité en Grand Chelem détenu par Wilander, parce qu'à 17 ans et 3 mois, Michael Chang devient le plus jeune vainqueur de Roland Garros. Son triomphe reste l'un des exploits les plus impressionnants de l'histoire du sport, notamment grâce à son incroyable remontée contre Ivan Lendl en 8e de finale. Alors qu'il était mené 2-7 à 0 et épuisé par les échanges, il a inventé une stratégie inédite. Des balles hautes pour casser le rythme, des retours agressifs et même un service à la cuillère pour déstabiliser Lendl. Son intelligence tactique et sa détermination lui permettent de renverser le match et de filer vers le titre. Son service à la cuillère est encore aujourd'hui l'un des moments les plus iconiques de l'histoire du tennis. Vous l'avez compris, les années 80 ont été un tournant dans l'ère Open. Elles ont marqué un changement décisif dans la manière dont le tennis est joué. On a eu l'essor des surfaces rapides avec Wimbledon où ça va encore plus vite, l'US Open est passé au dur, puis l'Open d'Australie a abandonné le gazon pour le dur. Résultat, les échanges raccourcissent, le jeu devient plus explosif et le service volé prend une place centrale. En parallèle, on a eu l'arrivée des raquettes en graphite. Jusque dans les années 70, les raquettes étaient en bois, ce qui limitait la puissance et le lift. Avec l'arrivée de ces raquettes en graphite, tout a changé. Elles sont plus légères, elles permettent plus de puissance, de lift et favorisent un jeu plus physique. Et c'est Ivan Lendl et Steffi Graf qui ont parfaitement exploité cette nouvelle technologie pour dominer avec des frappes lourdes du fond du court. Avec l'essor du tennis télévisé, les prize money finissent par exploser. Pour avoir une idée, en 1968, en gagnant Wimbledon, Rod Laver a reçu 2000 livres, alors qu'en 1985, Becker a touché 130 000 livres. On passe donc d'un sport semi-professionnel à une industrie, où les meilleurs joueurs s'entourent de coachs, de préparateurs physiques et de médecins personnels. Sur le circuit féminin, la WTA décide de hiérarchiser son circuit avec 5 catégories de tournois, de tier 1 les plus prestigieux à tier 5, une organisation qui permet une meilleure visibilité dans le tennis féminin. Côté Coupe Davis, des pays autres que les États-Unis ou l'Australie ont commencé à la gagner, avec évidemment la Suède de Wilander en 84, 85 et 87, ou l'Allemagne de Becker en 88 et 89. Donc ça illustre que le tennis s'ouvre à l'international. Le tennis, c'est plus seulement un sport européen et américain. On l'a vu, des joueurs venus de l'Est comme Lendl contribuent à globaliser le circuit. Conséquence, l'intérêt pour le tennis explose, notamment en Asie où des tournois commencent à apparaître. Donc les stars des années 80 comme Becker et McEnroe ont permis de populariser le tennis, pour de vrai. Mais le tennis, c'est un sport qui reste socialement marqué. L'accessibilité financière reste un obstacle majeur pour les classes populaires. L'équipement, l'inscription en club, le coût des entraînements et des tournois rendent difficile l'émergence de joueurs issus de milieux modestes. Et même si les premières académies ont vu le jour qui permettent aux jeunes talents de se former, le tennis reste un sport sélectif, avec très peu de joueurs qui finissent par en vivre.
Néanmoins, les années 80 ont montré un changement de domination, avec des pays comme la Suède qui ont investi massivement dans la formation et les infrastructures accessibles. Un changement qui s'explique aussi par la montée en puissance des académies et des circuits juniors en Europe, qui ont permis une formation plus structurée et plus moderne. Les années 90 marquent un tournant décisif dans l'histoire du tennis. C'est une décennie où le circuit professionnel se structure définitivement, avec la mise en place de l'ATP Tour en 1990. Jusque-là, l'ATP existait depuis 1972, mais elle ne contrôlait pas directement l'organisation du circuit. Le contrôle était partagé entre plusieurs instances, dont l'ITF et les promoteurs de tournois. À partir de 90, l'ATP prend le pouvoir sur l'ensemble du calendrier masculin, réorganise les tournois et leur attribue des catégories précises. Les tournois Masters 1000 deviennent les événements les plus prestigieux après les grands chelems. Ils permettent aux meilleurs joueurs de se confronter régulièrement et assurent une meilleure lisibilité du circuit. Et des Masters 1000, on en compte 9. Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Hambourg, Rome, Montréal et Toronto, une année sur deux, Cincinnati, Stockholm et Paris. Au fil du temps, la catégorie a subi quelques changements, notamment les villes hautes et la surface sur laquelle se déroulent les tournois. Étant donné que la moquette a disparu progressivement du circuit, Stockholm a été remplacé par Stuttgart puis Madrid, et Shanghai sur dur qui a pris la place de Madrid où on joue sur terre battue depuis 2009. Chaque tournoi se déroule sur une surface donnée en fonction de sa place dans le calendrier. Tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants, avec jeu décisif dans chaque manche, sauf les finales qui se jouent au meilleur des 5 sets pour plus de spectacle, avec un tie-break au 5e set. Comme dans les autres tournois ATP, il y a des têtes de série, et ces têtes de série sont exemptées de premier tour. En double, c'est également 2 sets gagnants, avec un super tie-break, donc un jeu décisif de 10 points en guise de manche décisive, et ensuite viennent les ATP 500 et 250, qui sont des événements intermédiaires et plus locaux, et qui donnent aux joueurs plus d'opportunités pour évoluer et accumuler des points au classement. Gagner un Masters 1000 offre 1000 points, gagner un ATP 500, 500 points, etc. Cette structuration permet une meilleure organisation du tennis mondial, elle le professionnalise davantage et le rend plus attractif pour les sponsors et les diffuseurs. C'est aussi le début d'une mainmise totale de l'ATP sur l'ensemble des compétitions masculines, ce qui leur permet d'améliorer les conditions pour les joueurs et d'établir un véritable circuit global. Donc c'est dans cette nouvelle structuration que les années 90 débutent, que Lendl, Becker et Edberg gagnent leur dernier grand chelem, et que 2 joueurs vont marquer un âge d'or du tennis américain. D'un côté, Pete Sampras. Surnommé Pistol Pete, Sampras incarne un tennis clinique et sans fioriture. Il possède un service dévastateur, sans doute l'un des meilleurs de l'histoire, qui lui permet de dominer sur toutes les surfaces, à l'exception de la terre battue. Un jeu de volley redoutable, héritage du service volley traditionnel, bien que cette stratégie commence à décliner. Mais surtout, Sampras, c'est un mental d'acier. Il ne montre aucune émotion sur le court, il se concentre uniquement sur la victoire. Avec tout ça, Pete a décimé presque à lui seul les années 90, 6 fois numéro 1 mondial en fin d'année, entre 93 et 98, pour un total de 286 semaines sur le trône, 14 titres du Grand Chelem en tout, dont 7 à Wimbledon, ce qui fait de lui le roi sur gazon. Néanmoins, Sampras c'était un assassin silencieux. Il est devenu une légende, mais sans pour autant transcender les foules et connecter avec le public. Il restait dans son coin, il gagnait et il rentrait à la maison. Jusqu'en 2000, il domine le tennis mondial et propose un jeu explosif. Personne peut le stopper. Ou presque, parce que de l'autre côté, André Agassi. Surnommé le Kid de Las Vegas, celui qui détestait le tennis étant enfant et forcé par son père à devenir un champion, a acquis l'un des plus grands palmarès dans l'Air Open. 8 grands chelems, un Masters, une médaille d'or aux Jeux Olympiques, 3 Coupes Davis et numéro 1 mondial pendant 101 semaines. Mais au-delà du palmarès exceptionnel, Agassi a marqué le circuit par son côté showman rebelle. À l'inverse de Sampras, Agassi est charismatique, flamboyant, et il attire autant pour son jeu que pour sa personnalité. Son tennis incroyable repose sur un retour de service exceptionnel, sans doute le meilleur que le tennis ait connu jusqu'à maintenant, un jeu de fond de court agressif, en frappant tôt dans la balle pour dicter l'échange, et Agassi c'est aussi un style visuel unique, avec ses cheveux longs, qui étaient en fait des perruques pour cacher sa calvitie. On avait aussi ses tenues flashy signées Nike, et son attitude de rockstar. Donc face à ce contraste entre les deux, la rivalité Sampras-Agassi a été grandiose. Le meilleur serveur volleyeur contre le meilleur retourneur. La glace contre le feu. Un schéma qui fait quand même beaucoup penser à la rivalité Borg-McEnroe. En tout, 34 affrontements, dont 5 en finale de Grand Chelem, où Agassi n'a réussi à s'imposer qu'une fois, à l'Open d'Australie en 95. Donc oui, Sampras a plus gagné, mais certains fans retiennent davantage la légende d'Agassi, dont l'histoire est atypique,
Une histoire qu'il a lui-même retranscrite dans son autobiographie Open, qui est un chef-d'œuvre, et où il apprend au monde entier qu'il a consommé de la drogue en 1997 lors de sa période noire. Il indique avoir été contrôlé positif à la méthamphétamine, mais que l'ATP a préféré passer ce contrôle sous silence et le dispenser de sanctions, en acceptant son explication pourtant plus que bancale. Après ces révélations, les contrôles antidopage ont été renforcés, et les sanctions ajustées. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le dopage, j'ai fait une vidéo long format qui revient sur tout le sujet, et qui globalise même au dopage dans le sport. C'est juste là. Et Agassi, son histoire elle est si inspirante qu'en 1999, il revient au sommet et remporte Roland Garros, le seul majeur qui lui manquait. À l'issue de ce tournoi, il se met avec la championne Steffi Graf qui a elle aussi remporté Roland Garros, parce que oui, Steffi Graf a poursuivi sa domination folle dans les années 90. À la fin de la décennie, elle est numéro 1 mondiale, et dans cette nouvelle ère des statistiques et des records, elle a repoussé les limites du tennis féminin. Aucune n'arrive à dompter son coup droit lifté. Aucune, sauf une certaine Monica Seles. Une jeune prodige qui, entre 90 et 92, prend le dessus sur Graf et devient numéro 1 mondiale. Seles révolutionne le tennis féminin avec un jeu ultra agressif en fond de court, avec une prise de balle précoce et une puissance inédite à l'époque. Elle est l'une des premières joueuses à frapper ses coups droits et ses revers à deux mains, ce qui lui permet d'envoyer des frappes lourdes et profondes des deux côtés. Et en plus de sa puissance, elle se distingue par son mental de guerrière, un jeu qui lui fait remporter Roland Garros à seulement 16 ans et demi. Mais en 1993, le monde du tennis est en état de choc. Au tournoi d'Hambourg, Monica Seles est poignardée dans le dos en plein match par un fan déséquilibré de Steffi Graf qui ne supportait pas de voir sa championne perdre son trône. Ce drame met Seles hors circuit pendant 2 ans, et bien qu'elle revienne avec un titre à l'Open d'Australie en 96, elle ne retrouvera jamais vraiment son niveau d'antan. Graf en profite pour redevenir numéro 1 mondial et terminer la décennie avec 22 titres du Grand Chelem. Les années 90 marquent aussi un tournant dans la manière de jouer. Les raquettes modernes, plus légères et rigides, permettent d'accélérer les frappes et de rendre le jeu encore plus agressif. L'arrivée des tamis plus grands a provoqué une accélération du jeu, et en fin de décennie, les cordages en polyester et hybride sont introduits et permettent d'augmenter le contrôle et de frapper plus fort avec plus d'effet. Face à ces nouveautés, on observe naturellement un déclin progressif du fameux service volé. Avec la vitesse des échanges, faire service volé devient beaucoup plus risqué, et seuls des spécialistes de la filière comme Sampras, Becker ou Rafter sont parvenus à en faire un style dominant dans les années 90. Par conséquent, les joueurs et joueuses commencent à adopter des entraînements ultra ciblés pour améliorer leur endurance et leur puissance. Des nouvelles méthodes comme la cryothérapie et la récupération active prolongent la longévité des joueurs, et pour accompagner les jeunes au mieux, les académies se démocratisent notamment aux États-Unis. Avec la plus connue, la Nick Bollettieri Academy, où beaucoup de légendes ont été formées, comme Becker, comme Seles ou André Agassi contre son plein gré. Donc le tennis devient beaucoup plus athlétique, le tennis s'intensifie. Le meilleur exemple de cette intensification, c'est le match Sampras contre Correggia, à l'US Open en 96, où Sampras, au bord de l'épuisement, vomit en plein match avant de s'imposer en 5-7. On a des légendes qui pratiquent un tennis toujours plus impressionnant, donc la médiatisation explose. Wimbledon et l'US Open deviennent des événements télévisés mondiaux très suivis, les premiers sites internet sur le tennis font leur apparition, ce qui marque l'entrée du tennis dans l'ère digitale. À la télévision, le slow motion et le replay transforment l'expérience télévisuelle, un tas d'innovations qui permettent au tennis d'attirer des gros sponsors comme Nike, avec des contrats records pour Agassi et Sampras. Côté Coupe Davis, les États-Unis triomphent toujours, surtout avec Sampras et Agassi, mais ils ont pu être surpris par des équipes comme la France, de Forget et Lecomte en 91 en finale, et la France qui a remis ça en 96 contre la Suède avec Piolin et Butch. Des victoires symboliques pour les Bleus qui viennent consoler le pays de ne toujours pas trouver le successeur de Yannick Noah. Chez les femmes, en 95, la Fédération internationale de tennis décide de changer la Billie Jean King Cup en Fed Cup et d'aligner le format de l'épreuve sur la Coupe Davis. Donc 5 matchs, 4 simples et 1 double, sur des week-ends toute l'année. Et dans les années 90, c'est l'Espagne qui domine, 5 titres en 8 éditions. L'Espagne qui est portée par le duo Conchita Martinez et Arantxa Sanchez, qui sont pas les joueuses qui ont cartonné le plus, mais qui arrivent à se sublimer avec la sélection espagnole. Le tennis est donc à son apogée en termes de popularité, les grands champions et les grandes championnes sont ancrés dans les mémoires du grand public, mais il reste un sport qui conserve un certain élitisme, surtout dans les pays occidentaux. Toujours le même problème, le tennis c'est un sport de club qui nécessite des infrastructures. Donc le coût du tennis fait qu'il reste un sport surtout pratiqué par les classes moyennes et aisées. Après des années 90 marquées par le triomphe du tennis américain, dans les années 2000, la dynamique change complètement. Sampras, bien que légendaire, décline lentement et prend sa retraite après son ultime triomphe à l'US Open en 2002. Agassi, lui, résiste encore un peu, mais il n'est plus aussi dominant. Et derrière eux, aucun Américain ne parvient à prendre la relève au plus haut niveau.
Aucun, sauf un certain Andy Roddick. Roddick, c'était avant tout l'un des services les plus dévastateurs de l'histoire du tennis, avec un service régulièrement au-delà des 230 km/h et un record à 249 km/h, il a imposé un style ultra agressif, basé sur des points courts et une énorme prise d'initiative. Et son coup droit frappé avec un geste très court mais explosif, c'est son autre arme majeure, qui lui permet de dicter l'échange dès le retour adverse. Roddick a sauvé l'honneur américain en s'imposant à l'US Open en 2003 et en finissant l'année numéro 1 mondiale. Il semblait être l'héritier logique de Sampras et Agassi, mais il s'est heurté à une génération européenne émergente. Et c'est là que le tennis a basculé. La suprématie américaine s'efface progressivement au profit de l'Europe, avec en fer de lance des joueurs espagnols, serbes, russes, qui vont marquer durablement la décennie. En 2000, l'ATP introduit un nouveau classement parallèle au classement traditionnel, la Race. Contrairement au classement classique qui prend en compte les résultats sur les 12 derniers mois en continu, la Race repart de zéro chaque année et comptabilise uniquement les points gagnés depuis le début de la saison. Elle permet donc d'avoir une vision plus claire des performances annuelles et de savoir qui est le meilleur joueur sur l'année en cours. Dans le début des années 2000, on est donc en transition. Les légendes américaines déclinent, ce qui laisse de la place à plus de joueurs pour briller en majeur. La preuve à Roland-Garros, avec le Brésilien Gustavo Kuerten, grand spécialiste de la terre battue, qui après son exploit de 97 remporte à nouveau le tournoi en 2000 et 2001 et termine numéro 1 mondial en 2000. Son jeu basé sur un superbe revers à une main et une intelligence tactique lui permet d'exceller sur l'ocre. Et Kuerten, il incarne le spectacle, avec une attitude cool et décontractée. Son cœur dessiné sur le court après sa victoire en 2001 reste une scène mythique dans l'histoire. Mais Kuerten n'a pas tout pris, notamment sur surface rapide où il a trouvé plus fort que lui, comme le champion australien Lleyton Hewitt, numéro 1 mondial en 2001 et 2002, Hewitt qui a remporté l'US Open 2001 et Wimbledon 2002. Son style de jeu est basé sur la défense et la contre-attaque, il a pas de coups surpuissants, mais il déploie une intensité physique énorme et un mental d'acier. Comme quoi, le tennis n'en finit plus de s'athlétiser et de gagner en intensité physique. Et on parlait de l'australianisation du circuit au milieu du XXe siècle, et au début des années 2000, Hewitt représente le dernier souffle du tennis australien avant une longue traversée du désert. Hewitt qui était à un petit match de remporter l'Open d'Australie à domicile en 2005, mais qui s'est fait surprendre par le russe Marat Safin. Safin, un talent aussi immense qu'irrégulier. C'est lui qui a détruit Sampras en finale de l'US Open en 2000, il a remporté l'Open d'Australie en 2005 contre Hewitt grâce à son jeu explosif, puissant et spectaculaire. Mais Marat Safin s'est aussi fait remarquer pour son manque de discipline et ses nombreux cassages de raquettes. Il a brisé 1055 raquettes en 689 matchs officiels dans sa carrière, soit en moyenne 1,5 raquettes par rencontre. Pas le plus prestigieux des records, mais record quand même. A l'inverse, le début des années 2000 a vu un joueur incarner la résilience et la persévérance mieux que quiconque, le Croate Goran Ivanisević. Après avoir enchaîné les désillusions en demi-finale et en finale à Wimbledon contre Agassi, Sampras ou Becker, Ivanisević a réalisé l'un des plus grands exploits de l'histoire en remportant Wimbledon 2001 en tant que wildcard, donc invité. Une victoire quasi miraculeuse, alors qu'il était redescendu à la 125e place mondiale suite à une blessure à l'épaule. Une victoire possible grâce à son service surpuissant, 213 aces réalisés sur le tournoi. Un record. Avec 22 titres en simple, 2 Masters 1000 et une Coupe Davis, c'est alors le meilleur joueur de tennis de l'histoire de la Croatie. Toujours en Europe, les années 2000 marquent le début de la véritable domination espagnole sur terre battue. Une domination amorcée par Bruguera et ses sacres en 95 et 96 à Roland-Garros, puis Moya en 98. Albert Costa et Juan Carlos Ferrero ont suivi la voie en remportant Roland-Garros en 2001 et 2003. Surnommé El Mosquito pour son 1m83 et ses 72 kg, Juan Carlos Ferrero est entré un peu plus dans l'histoire en devenant le 21e numéro 1 mondial de l'ère Open grâce à son jeu ultra complet et sa science infaillible de la terre battue. Côté français, si aucun joueur n'a remporté de grand chelem durant cette décennie, plusieurs se sont illustrés par leur talent et leur parcours notable en majeur. Sébastien Grosjean, Henri Lecomte et Guy Forget figurent parmi les plus marquants. Sébastien Grosjean, l'un des meilleurs français des années 2000. Un joueur explosif, doté d'un jeu de jambes exceptionnel et d'une prise de balle précoce qui lui permettait de dicter l'échange malgré son gabarit modeste pour son 1m75, il a atteint à 4 reprises les demi-finales en majeur mais n'a jamais réussi à passer ce cap. Son plus grand regret reste sans doute Wimbledon 2003, où après avoir battu Agassi en quart de finale, il s'effondre en demi face à Marc Philippoussis, un joueur qui semblait prenable, laissant passer une énorme opportunité d'affronter un Suisse qui jouait sa première finale. Henri Lecomte, grand talent du tennis français, doté d'un toucher de balle exceptionnel, lui aussi aurait pu prétendre à un grand chelem s'il avait eu une meilleure constance mentale. Sa plus grande occasion reste la finale de Roland-Garros en 88, où il passe totalement à côté face à Wilander, écrasé par l'enjeu et la tension. Guy Forget, un des derniers grands serveurs volleyeurs, plus à l'aise en indoor et en Coupe Davis qu'en Grand Chelem, il atteint les quarts à Wimbledon et à Roland-Garros, mais n'a jamais dépassé ce stade. Forget a remporté 2 Masters 1000 et a été 4e mondial. Son plus grand exploit reste la Coupe Davis en 91,
où il bat Sampras et envoie la France sur le toit du monde. Une victoire qui marquera le tennis français pour très longtemps. Et puis Arnaud Clément aussi. Clément était connu pour son mental d'acier, son endurance exceptionnelle et son jeu de contreur basé sur la vitesse et la régularité. Son plus grand exploit reste la finale à l'Open d'Australie 2001, où il réalise un parcours héroïque avant d'être écrasé par Agassi en finale. Malgré cette lourde défaite, il a été un joueur redouté et un grand artisan de la victoire française en Coupe Davis en 2001. Ces joueurs symbolisent une époque où la France disposait de talents capables d'aller loin, mais où le dernier carré restait une barrière psychologique difficile à franchir. Mais tous les joueurs qui ont remporté 1, 2 ou 3 majeurs de Kuerten à Roddick ont gagné dans une période en transition, où la concurrence était un peu moins relevée. Parce que dès 2003, tous ces joueurs se sont heurtés à la naissance d'un dieu. Un joueur touché par la grâce, aussi élégant qu'efficace, le Suisse Roger Federer. Mais tout commence en 2001, quand Federer bat Sampras à Wimbledon en 8e de finale. Ce match marque un passage de témoin. Sampras, légende du gazon, est battu par un jeune Suisse de 19 ans au jeu complet et élégant. Mais il faudra attendre 2003 pour que Federer remporte son premier grand chelem à Wimbledon. Et dès lors, il entre dans une ère de domination quasi totale. Entre 2004 et 2007, Federer écrase tout sur son passage. 11 titres du Grand Chelem sur 16, en 4 ans. 237 semaines consécutives numéro 1 mondial. 5 titres consécutifs à Wimbledon entre 2003 et 2007 pour égaliser le record de Borg. Mais Federer, c'est une maîtrise du jeu unique, fondée sur une technique parfaite, une fluidité inégalée et une intelligence tactique redoutable. Federer repousse toutes les limites du tennis, que ce soit dans les statistiques, la propreté technique ou la popularité. Tout le monde aime Federer pour son jeu et son côté gendre idéal. Parce que si Federer a su développer une très bonne image, Roger adolescent, il fallait le voir, c'était un énorme colérique. Mais il a su se canaliser pour devenir une perfection. Mais alors qu'il enquille les Majors et les Masters 1000, un jeune Espagnol du nom de Rafael Nadal l'empêche chaque année de remporter le seul majeur qui lui manque, Roland Garros. Rafael Nadal débarque en 2005 avec son bandeau, ses muscles et son lift monstrueux. Et il s'impose immédiatement comme le roi incontesté de la terre battue, avec un premier Roland Garros à 19 ans, puis enchaîne les titres sur cette surface. Le style de jeu de Nadal, c'est l'opposé de Federer. Là où Federer est fluide et offensif, Rafa, lui, il est physique, acharné et défensif. Federer, c'est la légèreté, le naturel. Nadal, c'est le bagarreur, le besogneux. Le Mallorquin apparaît donc comme l'antithèse parfaite de Federer. Le Suisse remporte la majorité de leurs confrontations sur surface rapide, Nadal prend le reste sur terre battue. Mais leur rivalité atteint son apogée en 2008, lors de la finale légendaire de Wimbledon, souvent considérée comme le plus grand match de l'histoire du tennis. Après quasiment 5 heures de jeu, Nadal détrône Federer sur son terrain, mettant fin à son règne sur le gazon. Le tennis gagne donc en popularité, avec ces deux ambassadeurs d'exception qui révolutionnent leur sport. Les deux sont adulés dans le monde entier et toutes les marques se battent pour les avoir. Elles veulent signer Federer et Nadal parce que contrairement à un McEnroe, un Nastase ou un Safin, Federer et Nadal sont des modèles de fair play et de classe. Aucune explosion de colère, pas de déclaration tapageuse, chaque phrase est contrôlée en interview, en conférence de presse. Donc là, on bascule dans le politiquement correct. Mais est-ce vraiment bien pour le tennis? Parce que certains fans ont regretté le manque d'étincelles et de drama, là où d'autres apprécient ce lissage et cette pureté dans le tennis. Federer et Nadal sont au sommet. Nadal accélère en 2008 en terrassant Federer en finale à Roland-Garros, 6-1, 6-3, 6-0. Il enchaîne avec ce chef-d'œuvre remporté à Wimbledon contre Federer. Il gagne également la médaille d'or à Pékin, finit l'année numéro 1 mondiale et remporte l'Open d'Australie début 2009 contre Federer dans une finale en 5-7 grandiose. Federer est en larmes car il sait qu'il a trouvé plus fort que lui et que beaucoup de gros titres commencent à lui échapper. Et surtout, va-t-il remporter Roland-Garros un jour? Eh ben on a eu la réponse quelques mois plus tard. Car après la première défaite de Nadal à Roland-Garros contre Söderling, Federer est parvenu à s'imposer contre le Suédois pour signer l'une de ses plus belles victoires de sa carrière et compléter le Grand Chelem. Mais à la fin de cette décennie, Nadal et Federer ont été mis à mal par un autre Européen, un certain Novak Djokovic. D'origine serbe, Djokovic a vécu la guerre à Belgrade et rêvait d'être numéro 1 mondial et de tout gagner. Armé d'un jeu de contre agressif, Djokovic commence à perturber l'hégémonie Federer-Nadal, notamment en battant le Suisse à l'Open d'Australie 2008 et en décrochant son premier titre du Grand Chelem. C'est pas encore une prise de pouvoir, mais ça annonce un très gros concurrent pour la suite. Mais pourtant, Nadal et Federer sont les deux enfants chéris du circuit, et Djokovic arrive comme le trouble-fête, le grand méchant, ce qui promet une décennie 2010 très intense et très disputée entre les trois. Cette décennie 2000 a vu une génération argentine très performante avec Guillermo Coria,
finaliste à Roland-Garros en 2004, Mariano Puerta, finaliste à Roland-Garros en 2005, Guillermo Cañas, vainqueur de Toronto en 2002. Mais tous ces joueurs ont été testés positifs à des stéroïdes et ont écopé de suspension pour dopage. Leur cas successif a donc entraîné un renforcement de la politique antidopage. Chez les femmes, le tennis voit une révolution, avec l'apparition de deux sœurs afro-américaines qui ont redéfini ce que devait être le tennis. Serena et Venus Williams. Formées par leur père Richard Williams sur des terrains délabrés de Compton en Californie, elles ont révolutionné le tennis féminin par leur puissance, leur athlétisme et leur domination mentale. Dans la décennie, Serena remporte 10 majeurs en simple, Venus 7, mais elles ont surtout mis en avant le double en s'associant et en triomphant 14 fois en majeur. Leur jeu est fondé sur un service et des coups de fond de cours très puissants. Avant leur arrivée, le tennis féminin était principalement dominé par des joueuses techniques et stratégiques, comme Steffi Graf, Martina Hingis ou Arantxa Sanchez. Avec les Williams, tout change. La puissance devient la norme et les joueuses doivent être capables de frapper fort pour rivaliser. Donc leur influence est énorme parce que le physique est devenu déterminant. Et la préparation athlétique des joueuses est montée d'un cran pour suivre le rythme imposé par les sœurs Williams. Mais les sœurs Williams, et notamment Serena, a trouvé des joueuses capables de rivaliser et de la battre, à commencer par Justine Henin. Parce que oui, avant d'être consultante à Roland-Garros, Justine Henin, c'est sans doute la joueuse qui a le plus souvent posé problème aux Williams, grâce à son tennis d'une qualité exceptionnelle. Petite par la taille, la Belge compense son déficit physique par une grande variété de coups, un mental d'acier et un revers à une main considéré comme l'un des plus beaux de l'histoire. Et elle a réussi à battre Serena 3 fois d'affilée en majeur en 2007, et en plus en jouant en puissance à la Serena. On a aussi Maria Sharapova. Son style de jeu repose sur une puissance extrême du fond du court, à tel point qu'elle est souvent comparée à un métronome. Elle frappe fort, tôt et sans relâche. Et en 2004, à seulement 17 ans, Sharapova signe l'une des plus grandes surprises de l'histoire en écrasant Serena Williams en finale de Wimbledon. Et puis Kim Clijsters, qui est l'autre grande belge de cette époque. Et bien qu'elle ait été un peu éclipsée par Henin, elle reste l'une des plus grandes rivales des Williams. Dotée d'un jeu ultra polyvalent, Clijsters c'est une joueuse capable de défendre, d'attaquer, de contrer, accélérer selon les situations, ce qui la rend redoutable contre n'importe quel adversaire. Et son match phare contre Serena, c'est à l'US Open en 2009, dans cette demi-finale au dénouement chaotique. Serena, frustrée par la solidité de Clijsters, craque et insulte une juge de ligne, ce qui lui coûte le match. Côté argent, en 2007, Wimbledon devient le dernier majeur à aligner le prize money entre les hommes et les femmes. Donc désormais, tous les majeurs offrent les mêmes dotations aux hommes et aux femmes. Dans ces années 2000, le jeu, il a changé, et les surfaces ont commencé à s'uniformiser. Le gazon de Wimbledon a ralenti, et les surfaces dures sont devenues plus homogènes. Un ralentissement qui provoque la montée en puissance du jeu en fond de court, et la disparition du service volé. Le dernier vrai serveur volleyeur capable de gagner un grand chelem et d'exister au plus haut niveau, ça a été Patrick Rafter, fin des années 90, début des années 2000. L'Australien, double vainqueur de l'US Open en 97 et 98, était un pur attaquant, avec des gros services, des montées systématiques au filet et une volée ultra propre. Côté innovation, en 2006, on introduit le Wokai, une technologie qui permet de retracer la trajectoire et le point d'impact de la balle sur le court. Les joueurs et joueuses peuvent alors contester une décision arbitrale qu'ils jugent fausse, et chaque joueur et joueuse dispose de 3 challenges au début de chaque manche, plus 1 si on va jusqu'au tie-break. Côté Coupe Davis, l'Espagne portée par Nadal, mais aussi David Ferrer, Fernando Verdasco ou Feliciano Lopez, cartonne. 4 Saladiers remportés dans la décennie, alors qu'en Fed Cup, la Russie en prend également 4. Mais la France de Mauresmo et de Pierce est présente, avec un titre en 2003. Amélie Mauresmo et Marie Pierce qui ont marqué le tennis français. Mauresmo, avec son jeu en finesse et son gros revers à une main, a atteint le sommet en devenant numéro 1 mondial. Pierce, plus puissante, dominait ses adversaires avec ses frappes lourdes et son mental d'acier, atteignant son apogée avec ses titres à l'Open d'Australie 95 et Roland Garros en 2000. Globalement, le tennis reste un sport difficile d'accès pour les classes populaires, malgré quelques exceptions comme les sœurs Williams, qui sont sorties d'un quartier pauvre et gangréné par la violence. Mais surtout, les années 2000 ont vu des très gros joueurs marquer le tennis sans pour autant gagner le moindre majeur. Nikolai Davydenko, le métronome russe avec son jeu solide en cadence, il a souvent été un obstacle pour les meilleurs. C'est lui qui a privé Nadal de titres à Miami et Bercy, mais il a toujours chuté en demi-finale de majeur. David Nalbandian, argentin, créateur de jeux exceptionnels, il est passé tout près à Wimbledon 2002, mais n'a jamais concrétisé. Marcos Baghdatis, l'impulsif chypriote au style spectaculaire, a bien failli réaliser l'exploit à l'Open d'Australie 2006,
avant de s'incliner en finale contre Federer. Fernando González, le Chilien au coup droit surpuissant, en a fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires sur cette décennie, lui aussi stoppé par Federer à Melbourne en finale en 2007. James Blake, l'Américain survolté et son coup droit chronométré à 201 km/h en retour de service, n'a jamais réussi à faire sauter le verrou en Grand Chelem malgré une carrière prometteuse. Ivan Lubicic, le Croate avec sa puissance de service et son jeu sur terre battue, n'a jamais concrétisé sur les plus grandes scènes. Et puis Mario Ancic, doté d'un jeu complet et brillant, n'aura atteint qu'une demi-finale à Wimbledon 2004. Ces joueurs étaient des machines de guerre. Pourtant, ils n'ont jamais décroché le Graal, toujours stoppés par plus fort. Donc les années 2000 marquent un tournant avec l'homogénéisation des surfaces et la quasi-omniprésence du jeu de fond de cours. Ça s'est particulièrement ressenti à Wimbledon, où le gazon traditionnellement rapide a été ralenti. L'idée, c'était de réduire l'avantage des serveurs puissants et de favoriser des échanges plus longs. Mais un ralentissement au détriment d'un joueur comme Tim Henman, britannique spécialiste de gazon, mais qui a chuté 4 fois en demi-finale et qui n'a jamais réussi à s'adapter à cette nouvelle dynamique. Cette décennie, c'est surtout celle de l'avènement de Federer et de Nadal, qui ont imposé leur rivalité et façonné un tennis plus physique et méthodique. Elle pose ainsi les bases d'une décennie 2010 qui a marqué le tennis à tout jamais. La décennie 2010 marque l'apogée de 3 légendes, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. On les appelle le Big Three parce que jamais dans l'histoire du tennis, un trio n'a autant dominé son sport. Sur ces 10 années, sur les 40 grands chelems, ils en ont remporté 33. Après avoir gagné la Coupe Davis avec la Serbie en 2010, Djokovic est définitivement devenu un monstre. Dès 2011, il réalise l'une des saisons les plus prolifiques que le tennis ait connues. 41 victoires d'affilée, invaincu jusqu'à cette sublime demi-finale à Roland-Garros contre Federer, les 3 autres grands chelems remportés, 5 Masters 1000, numéro 1 mondial. Djokovic est capable de sortir de situations compliquées en quelques coups de raquette. Par exemple, en 2011, il a réussi à renverser Federer en demi-finale de l'US Open, comme en 2010, mais cette fois en sauvant 2 balles de match, avant de remporter son 4e majeur en finale contre un Nadal impuissant. Oui, à partir de 2011, Djokovic est totalement entré dans la tête de Federer et de Nadal. Nadal, en 2011, affronte Djokovic à 6 reprises, dans 6 finales des plus grands tournois, et Djokovic gagne les 6 matchs. Nadal subit la loi de Djokovic, mais y compris sur terre battue, chez Nadal, à Madrid et à Rome. Mais Djokovic, il a eu du mal à se faire aimer du grand public, parce que Federer est vu comme le génie élégant, et Nadal comme le guerrier passionné. Donc Djokovic arrive avec le rôle du méchant, du perturbateur, et il n'a pas l'aura naturelle des deux autres. Donc il a longtemps cherché à se faire aimer, que ce soit en imitant les joueurs sur le court, en dansant ou en faisant des blagues. Mais le public reste imperméable à tout ça. Les fans refusent de lui donner de l'amour, mais Djokovic s'en fiche parce qu'il gagne tout. Le meilleur exemple, c'est en finale de l'US Open en 2015 contre Federer, où les 20 000 spectateurs ne supportaient que Federer et sifflaient Djokovic. Djokovic qui a pourtant gagné en délivrant une grande performance. Donc il a fini par accepter ce rôle de méchant, et ça a alimenté sa motivation. Mais ce qui fait la beauté de cette décennie, c'est la complémentarité entre les trois. Aussi bien dans le style de jeu, dans les forces de chacun, que dans les caractères. Federer et Nadal sont lisses et politiquement corrects. Djokovic extériorise et montre ses émotions. Federer a un revers à une main, Nadal est gaucher. Federer a un service incroyable, Nadal un coup droit lifté d'un autre monde. Djokovic, le plus grand revers que le tennis ait connu. Federer excelle sur gazon, il a remporté 8 Wimbledon, record. Nadal excelle sur terre, 14 titres à Roland-Garros, record. Djokovic excelle sur dur avec 10 Open d'Australie. Record. Donc ils ont marqué cette décennie de par l'histoire qu'ils nous ont racontée et des matchs ahurissants qu'ils nous ont offerts. Djokovic et Nadal ont développé une rivalité légendaire avec des chefs-d'œuvre comme la finale de l'Open d'Australie 2012 qu'ils ont poussé jusqu'à 5h53 de jeu. Record. Leur duel féroce à Roland-Garros, jusqu'à ce que Djokovic parvienne à battre Nadal en 2015. Chaque fois qu'ils se jouaient, la magie opérait. Si vous voulez l'histoire de cette rivalité en détail, cette vidéo est faite pour vous. Nadal et Federer ont poursuivi leur rivalité dans les années 2010, avec des matchs iconiques, comme la finale de l'Open d'Australie en 2017, où les deux revenaient au sommet après des blessures. Et Djokovic a profité du déclin progressif de Federer, sauf quand Roger renaissait de ses cendres, ce qui nous donnait des matchs incroyables. Roland-Garros 2011, Wimbledon 2012, 2014, 2015 et évidemment 2019, où Djokovic sauve 2 balles de match en finale. Oui, Djokovic a traumatisé Federer jusqu'au bout. Bref, les trois ont tout gagné. Et même si Djokovic, arrivé après les deux autres au sommet, était en retard dans les chiffres, il a fini par les rattraper et battre tous les records. Mais résumer les années 2010 au Big Three serait un tout petit peu négligent, parce que cette décennie a vu d'autres très grands joueurs exceller, notamment un certain Andy Murray. Murray, c'est le seul joueur à avoir véritablement rivalisé avec le Big Three.
Un jeu exceptionnel basé sur une défense super solide. Sa couverture de terrain incroyable et son intelligence tactique rare lui ont permis de s'imposer face aux meilleurs. Doté d'un revers à deux mains d'une précision chirurgicale, d'un excellent retour de service et d'une capacité à varier le jeu, c'était un mur quasi infranchissable. Son plus grand exploit reste sans aucun doute sa saison 2016, où il termine numéro 1 mondial après avoir remporté Wimbledon, Shanghai, Bercy et le Masters de fin d'année contre Djokovic en finale. On retient aussi sa victoire à l'US Open en 2012 contre Djokovic en finale, après une bataille en 5-7, son triomphe à Wimbledon 2013 contre Djokovic, qui mettait fin à 77 ans d'attente pour un Britannique à Wimbledon. Le dernier vainqueur était Fred Perry. Malgré un palmarès beaucoup moins fourni que le Big Three, Murray a laissé une empreinte indélébile, par son endurance, son mental et son rôle de dernier rempart face aux trois monstres. Un autre a réussi à prendre sa part du gâteau dans cette décennie. C'est un autre Suisse au nom de Stan Wawrinka. Wawrinka a réussi l'exploit de briser l'hégémonie du Big Three en remportant 3 majeurs. L'Open d'Australie 2014 contre Nadal, Roland Garros 2015 et l'US Open 2016 contre Djokovic. Son jeu repose sur une puissance brute, notamment avec l'un des plus beaux revers à une main de l'histoire, capable de renverser n'importe quel adversaire. Lui arrivait à les battre par la force, avec des frappes dévastatrices et une capacité à élever son niveau dans les grands rendez-vous. Si vous voulez découvrir son histoire et voir comment il a réussi à bousculer le Big Three, cette vidéo est faite pour vous. Donc les années 2010, c'est eux. Djokovic, Nadal, Federer, Murray et Wawrinka. Le seul autre joueur qui a remporté un majeur, c'est Marin Cilic, à l'US Open en 2014, où le Croate était en feu et a affronté Nishikori en finale. Grosse dédicace aussi à Juan Martín del Potro qu'on n'a pas mentionné dans la décennie précédente, mais qui a remporté l'US Open en 2009, l'éternel blessé, mais qui a marqué le tennis par sa puissance et sa résilience. Donc pour gagner, concrètement, il fallait jouer le tennis de sa vie et en plus bénéficier d'un tirage favorable. Sauf que beaucoup d'autres joueurs ont affiché un niveau de jeu exceptionnel, mais n'ont gagné aucun majeur, à cause du Big Three, ou Big Four si on met Murray dedans. Thomas Berdych, grand attaquant au jeu puissant, finaliste à Wimbledon 2010, défaite contre Nadal. David Ferrer, le guerrier infatigable avec un mental d'acier, finaliste à Roland Garros 2013, défaite contre Nadal. Joe Wilfried Tsonga, joueur explosif au service et au coup droit ravageur, finaliste à l'Open d'Australie 2008, défaite contre Djokovic. Nikolai Davydenko, métronome du fond de cours, 4 demi-finales en majeur dont 3 défaites contre Federer. Raonic, le géant serveur canadien, finaliste à Wimbledon en 2016, défaite contre Murray. Grigor Dimitrov, le talent naturel et esthétique, 3 demi-finales en majeur dont 2 défaites contre Djokovic et Nadal. Kei Nishikori, joueur ultra rapide et précis, finaliste à l'US Open en 2014, défaite contre Cilic et de nombreuses défaites contre le Big Three. Donc Djokovic, Nadal et Federer ont brisé le rêve de dizaines de joueurs, qui pourtant avaient largement le niveau pour gagner un majeur. Par conséquent, dans le même temps, le tennis sous Djokovic, Nadal et Federer est devenu un énorme business. Les prize money en Grand Chelem ont explosé, où maintenant le vainqueur d'un majeur prend des millions, les sponsors investissent massivement, Rolex, Uniqlo, Nike, Emirates, tout le monde veut être associé aux stars. Côté tournoi, on investit, les majeurs construisent des toits pour éviter les interruptions, et côté joueurs, ça recrute des équipes parfois énormes, avec coach, préparateur physique, nutritionniste, coach mental, pour se donner le plus de chances de gagner. Ceux qui ont les moyens créent des académies, des fondations, et multiplient les exhibitions lucratives. Mais sur le circuit, le début d'uniformisation des surfaces observé dans les années 2000 s'accélère. Le service volé disparaît, le revers à une main est en voie d'extinction, et les surfaces se ressemblent de plus en plus. Le gazon ralentit à tel point qu'en 2019, on se retrouve avec Guido Pella en quart de finale à Wimbledon. Pella, un Argentin qui sait jouer que sur terre, ça pose un problème. On a aussi à Wimbledon en 2010 le plus long match de l'histoire, entre Isner et Mahut, joué sur 3 jours, qui s'est terminé à 70-68 au 5e set. Donc le plus long match qui a lieu à Wimbledon, où c'est censé aller vite. Bizarre. Cette uniformisation fait que tout le monde pratique le même jeu, des frappes solides et puissantes du fond du court. Donc certes, le tennis est au top en termes de popularité et de business, mais le jeu en lui-même devient uniforme et insipide. Chez les femmes, Serena Williams a poursuivi sa domination, tout en observant l'émergence d'une grande diversité de championnes. Serena reste quand même la bosse en accumulant 12 titres du Grand Chelem entre 2010 et 2017, mais autour d'elle, quelques grandes joueuses ont brillé, comme Victoria Azarenka ou Petra Kvitova, qui sont parvenues à s'imposer sur certaines éditions. Elles ont incarné une rivalité intermittente face à Serena, qui même à la trentaine passée, restait la joueuse à battre. Contre sa sœur en finale de l'Open d'Australie 2017, Serena remporte son 23e et dernier Grand Chelem. Et même si Margaret Court la dépasse d'une unité, pour beaucoup, c'est bien Serena la plus grande, de par son influence sur le jeu. Mais celle qui n'était pas prévue au programme, c'est une Française, Marion Bartoli, qui
qui réalise l'exploit de remporter Wimbledon en 2013. Elle se distingue largement du reste avec sa prise de raquette à deux mains des deux côtés. Concours de circonstances? Oui, parce qu'elle a joué aucune top 15, mais elle a parfaitement saisi sa chance pour l'emporter et succéder à Mauresmo. On a évidemment Clijsters et Sharapova qui ont continué à performer, mais à partir de 2016, la tendance change. L'Allemande Angélique Kerber détrône Serena à l'Open d'Australie et à l'US Open, ce qui introduit une période plus ouverte où de nombreuses joueuses arrivent à gratter leur victoire en majeur, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Donc des championnes comme Lina, Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Caroline Wozniacki ont pu remporter des gros titres. La fin de cette décennie a vu l'émergence de jeunes stars, à l'image de Naomi Osaka et Bianca Andreescu, qui ont imposé un jeu puissant et décomplexé, directement inspiré de Serena Williams. Naomi Osaka, c'est une puissance phénoménale en coup droit et un service dévastateur. Elle a explosé en gagnant l'US Open 2018 contre Serena, dans une finale marquée par une grosse controverse, puis l'Open d'Australie 2019 où elle est devenue numéro 1 mondiale. Mais derrière cette championne, Osaka a aussi incarné une génération plus fragile, notamment en assumant publiquement ses difficultés avec la pression et la notoriété. Elle a donc oscillé entre éclat de génie et période d'absence. Donc cette décennie est marquée par la volatilité du circuit WTA, avec une absence de nomination claire après Serena. Des vainqueurs en grand chelem très variés, ce qui contraste avec l'ultra-stabilité du circuit masculin. Ultra-stabilité jusqu'à ce que des jeunes talents sèment le trouble dans la hiérarchie. Dominic Thiem, l'Autrichien à la puissance brute en coup droit, un revers à une main explosif, il a battu le roi Nadal 4 fois sur terre battue, il était son successeur évident à Roland Garros, mais s'est toujours incliné contre Rafa à Paris. Alexander Zverev, l'Allemand au service et au revers dévastateur, capable de dominer les échanges grâce à sa puissance et sa couverture de terrain. Il a remporté des Masters 1000 et le Masters en renversant le Big Three plusieurs fois, mais en grand chelem, les trois fantastiques lui barrent la route. Stefanos Tsitsipas, le dieu grec au toucher de balle élégant, un revers à une main fluide mais friable. Il a explosé en battant Federer à l'Open d'Australie et Nadal à Madrid, mais en majeur, aucune ouverture. Et puis, Daniil Medvedev. Le Russe, au jeu ultra défensif et imprévisible, a surpris le monde entier à l'été 2019 en se transformant en mur infranchissable jusqu'à passer à quelques points de renverser Nadal en finale de l'US Open 2019 avec une couverture de terrain exceptionnelle. Mais y a rien qui vous choque là ? On a des joueurs exceptionnels entre 22 et 26 ans qui sont en pleine forme, mais qui chutent à répétition contre des papis qui ont la trentaine passée. Qui plus est, dans une époque où le tennis n'a jamais été aussi physique. C'est pour ça qu'on les considère comme les trois plus grands joueurs que le tennis ait connus, au-delà des trois palmarès fous. Ils ont banalisé les exploits, même face à des joueurs qui sont censés les battre. Sauf que le temps passe, et l'ATP a dû anticiper l'après Big Three, le moment où les trois quitteraient le circuit. Donc l'ATP a créé en 2017 le Masters Next Gen, qui réunit 8 espoirs du tennis mondial de moins de 22 ans pour les mettre en avant, pour les faire connaître du grand public, pour assurer l'attractivité du tennis de demain, sans Djokovic, Federer et Nadal. Le Masters Next Gen qui est aussi un tournoi expérimental, où on teste des nouvelles règles pour attirer un nouveau public. Autre nouveauté, Roger Federer et son équipe ont décidé de créer la Lever Cup, une compétition annuelle opposant l'Europe au reste du monde, sur le modèle de la Ryder Cup en golf. Elle se joue sur 3 jours avec simple et double, et contrairement aux compétitions classiques, l'accent est mis sur le spectacle, parce que tous les meilleurs sont présents, et on peut voir des scènes de complicité entre les joueurs, chose qu'on n'a jamais pu voir ailleurs. Côté règles, le tennis a évolué, parce que des matchs ont montré que le jeu pouvait s'éterniser. Notamment la demi-finale entre Anderson et Isner à Wimbledon 2018, qui a duré 6h35, avec une victoire d'Anderson 26-24 au 5e set. Les grands chelems ont donc décidé un par un d'instaurer au 5e set un super tie-break à 6-6 pour éviter les matchs à rallonge. Mais le tennis a connu un vrai coup dur en 2019. La destruction de sa compétition mythique, la Coupe Davis. Elle a totalement été chamboulée avec l'arrivée d'un nouveau format imposé par l'ITF et le groupe Cosmos dirigé par Gérard Piquet. Historiquement, la Coupe Davis se jouait toute l'année, avec des matchs à domicile ou à l'extérieur dans une atmosphère incroyable. Mais ce système était jugé trop exigeant pour les meilleurs joueurs qui rechignaient à y participer en raison d'un calendrier déjà surchargé. Pour moderniser l'épreuve et attirer plus de stars, Cosmos a transformé la compétition en un tournoi condensé sur une semaine à Madrid, avec des phases de groupe et des matchs sur terrain neutre. Cette réforme a provoqué un tollé. Les puristes ont dénoncé la perte de l'âme de la Coupe Davis, les stades se sont retrouvés à moitié vides et l'ambiance qui était électrique a complètement disparu. Bref, sous cette décennie 2010, le tennis a sans aucun doute vécu son âge d'or, avec 3 légendes qui ont repoussé les limites de l'existant. Ils ont banalisé l'impensable et ont réussi tous les 3 des comebacks qui paraissaient impossibles sur le papier. Federer blessé en 2016 et qui revient en 2017 à 36 ans pour tout rafler. Nadal à l'agonie fin 2012 qui
qui revient en 2013 pour réaliser l'une des saisons les plus iconiques de l'histoire. Djokovic au fond du trou en 2017, qui perd contre le 117e mondial Istomin à l'Open d'Australie, mais qui revient en 2018 pour tout rafler. Une décennie très dense, avec des champions qui n'ont pas gagné, malgré leur niveau de jeu exceptionnel. On dit souvent que c'était la pire décennie à vivre pour un joueur de tennis. Mais en tant que spectateur, ouais, c'était bien la plus belle. La décennie 2020 commence avec une crise mondiale. En mars 2020, le Covid arrive, et le tennis s'est arrêté net, avec l'annulation d'Indian Wells à la dernière minute, et Wimbledon est annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Roland-Garros est reporté en automne, ce qui n'a pas empêché Rafa de remporter son 13e titre. Le circuit a fini par reprendre, mais dans des conditions inédites. Tournoi à huis clos, restrictions sanitaires strictes, quarantaine obligatoire et un calendrier totalement chamboulé. L'US Open 2020 s'est joué dans un silence pesant, sans public, tout comme le Masters de Londres. Mais la décennie 2020 marque surtout le déclin progressif du Big Three. Et le premier à tomber a logiquement été Federer. Déjà fragilisé par des blessures récurrentes, le Suisse joue son dernier match sur le circuit en 2021 à Wimbledon, où il est sèchement battu en quart de finale par Hurkacz. Ce match sonne comme une fin brutale. Non seulement parce que Federer n'avait jamais pris un 6-0 à Wimbledon, mais aussi parce que son niveau semblait soudainement en décalage total avec les standards du plus haut niveau. Opéré du genou dans la foulée, il tente un ultime retour en 2022, mais son corps ne suit plus. Finalement, il annonce sa retraite en septembre 2022 avec une dernière apparition en double lors de la Lever Cup aux côtés de Nadal, offrant au monde du tennis une image inoubliable. Les larmes des deux champions, main dans la main, symbolisant la fin d'une ère. Rafael Nadal, lui, résiste un peu plus longtemps. En 2022, il réussit un exploit énormissime en remportant l'Open d'Australie après un parcours fou et un combat épique contre Medvedev en finale, puis en s'adjugeant son 14e Roland-Garros en battant Djokovic, Zverev et Ruud. Mais derrière ce triomphe se cache une réalité beaucoup plus sombre. Nadal joue sous infiltration, en raison de ses douleurs chroniques aux pieds. En 2023, il tente de revenir, mais enchaîne les blessures, et finit par manquer toute la saison. En 2024, il tente un dernier retour, mais il ne retrouvera jamais son niveau. Il perd au premier tour à Roland-Garros contre Zverev, et ça y est, on le sait, Rafa ne peut plus lutter pour les gros titres. C'est donc très logiquement qu'il tire sa révérence en Coupe Davis à Malaga après une dernière défaite qui justifie sa retraite. Novak Djokovic, c'est celui qui résiste le plus longtemps. Entre 2020 et 2023, il a continué d'affoler les compteurs en remportant 8 grands chelems. En 2021, il est même à un match du Grand Chelem calendaire, stoppé par Medvedev en finale de l'US Open. Et malgré les polémiques liées à son refus de se faire vacciner qui le prive de l'Open d'Australie 2022, il revient plus fort en 2023 en remportant 3 des 4 majeurs et en atteignant la finale à Wimbledon. Pourtant, en 2024 et 2025, les premiers signes de déclin apparaissent. Il commence à perdre plus régulièrement contre la nouvelle génération et il parvient plus à enchaîner aussi facilement les grands titres. Donc son aura d'invincibilité commence à se fissurer. Mais l'une des grandes surprises de cette période, c'est que la relève, elle vient pas de la next-gen, à savoir Tsitsipas, Zverev, Medvedev, qui était censé prendre la suite. Parce que mis à part Thiem à l'US Open en 2020 et Medvedev l'année d'après, ces joueurs n'ont jamais réussi à remporter de majeur. Zverev a frôlé le Graal en servant pour le titre contre Thiem à l'US Open, mais globalement, il est passé à côté de chaque grosse occasion. Medvedev, malgré son niveau très élevé sur dur, n'a jamais su enchaîner les titres en Grand Chelem, malgré d'énormes occasions à l'Open d'Australie 2022 et 2024, où il menait 2-7-0 en finale. Pour Tsitsipas, même chose. Le Grec menait 2-7-0 en finale de Roland-Garros 2021 contre Djokovic avant de s'incliner. Donc cette nouvelle génération qui était brillante a montré ses limites dans les moments clés. Et finalement, la vraie relève, elle vient de la génération suivante, incarnée par Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Alcaraz émerge comme le premier successeur crédible du Big Three. Dès 2022, l'Espagnol explose. Il réalise l'exploit de gagner Madrid en battant Nadal, Djokovic et Zverev. Puis il enchaîne à l'US Open où il s'impose en finale contre Casper Ruud, devenant ainsi le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire à 19 ans et 4 mois. Alcaraz impressionne par son jeu complet, mêlant puissance, explosivité et une intelligence tactique rare pour son âge. Son quart de finale contre Sinner est considéré comme le match de l'année et marque un tournant. Le tennis a enfin trouvé ses nouvelles figures de pro. Et en 2023, Alcaraz confirme en remportant Wimbledon en battant Djokovic en finale, mettant fin à la série d'invincibilité du Serbe sur le gazon londonien. Ce succès montre qu'il n'est pas qu'un simple phénomène de passage, il est bel et bien le patron du circuit. Cependant, des pépins physiques commencent à le rattraper, et il peine à enchaîner les gros résultats aussi facilement que Djokovic ou Nadal à leur époque. Dans le même temps, Yannick Sinner prend son envol. Longtemps considéré comme un talent brut manquant de consistance, l'Italien progresse année après année. Et en 2023, il fait un bond spectaculaire en qualité. Il remporte Toronto, Pékin et Vienne en battant les meilleurs. Et en 2024, il remporte ses premiers grands chelems à l'Open d'Australie et l'US Open. Il survole l'année. L'Italien impressionne par sa puissance brute et son tennis chirurgical.
Son coup droit et son revers sont les plus percutants du circuit. Et en 2025, il remporte son 3e majeur à l'Open d'Australie. Donc en l'espace de quelques années, le tennis masculin a vu la transition tant attendue s'opérer. Le Big Three s'est progressivement effacé, laissant place à une nouvelle génération dominée par Alcaraz et Sinner. Mais avec le déclin des trois monstres, le circuit ATP a connu une phase de transition marquée par un certain ennui. Le problème principal vient du fait que de nombreux joueurs qui ont hérité des places vacantes au sommet n'ont jamais réellement été habitués à jouer des matchs à très haute pression. Là où Federer, Nadal et Djokovic offraient des finales de légende avec une énorme intensité et une qualité de jeu exceptionnelle, la nouvelle génération a très souvent livré des rencontres sans saveur, parfois même indignes du très haut niveau. L'exemple le plus frappant reste la finale de l'US Open en 2020, entre Thiem et Zverev. Ce match, qui aurait dû marquer la passation de pouvoir entre générations, s'est transformé en purge absolue. Des fautes directes en pagaille et un Zverev totalement paralysé par l'enjeu. Thiem s'impose en 5-7, mais sans jamais réellement convaincre. Le problème vient du fait que beaucoup de ces joueurs ont grandi dans l'ombre du Big Three, sans prendre d'expérience en finale majeure et sans être prêts à supporter cette pression. Donc contrairement à Federer, Nadal et Djokovic qui ont forgé leur légende à travers des duels épiques, la nouvelle génération peine à élever son niveau de jeu dans les moments les plus importants. Chez les femmes, on assiste à la domination sans partage d'Iga Swiatek. Depuis sa victoire surprise à Roland-Garros en 2020, Swiatek s'est imposée comme la patronne du circuit. Profitant de la retraite prématurée d'Ashleigh Barty en 2022, alors qu'elle était numéro 1 mondiale, la Polonaise a pris le pouvoir et n'a cessé de creuser l'écart avec la concurrence. Son jeu, basé sur une couverture de terrain exceptionnelle, un lift puissant en coup droit et une intensité physique rare, en a fait une machine à gagner, notamment sur terre battue où elle est quasiment imbattable. Elle a enchaîné les titres majeurs. Les Roland-Garros, l'US Open en 2022, une multitude de Masters 1000 et une série de 37 victoires consécutives en 2022, la plus longue sur le circuit féminin au XXIe siècle. Son règne rappelle par moments celui de Serena, tant elle semble au-dessus dans les grands rendez-vous. La concurrence peine à s'installer durablement. Naomi Osaka, qui semblait être la nouvelle star, a progressivement disparu du circuit. Et Aryna Sabalenka s'est imposée comme l'une des rares joueuses capables de rivaliser avec Swiatek. La Biélorusse, dotée d'un service et d'une puissance phénoménale, a remporté 3 majeurs sur dur, mais son irrégularité lui a souvent coûté cher. Elena Rybakina, lauréate de Wimbledon 2022, et Coco Gauff, gagnante de l'US Open 2023, font également partie des figures majeures du circuit, mais aucune n'a réussi à imposer une domination comparable à celle de la polonaise. Côté business, le tennis affiche des prize money toujours plus gros et des exhibitions devenues des véritables machines à cash pour les joueurs. L'exhibition entre Alcaraz et Nadal à Las Vegas en 2024 en est le parfait exemple. Cette rencontre a été mise en scène comme un super combat, des entrées de joueurs façon show NBA et des billets vendus à prix d'or. Pourtant, c'était qu'un match d'exhibition sans enjeu. Encore plus marquant, l'arrivée du Six Kings Slam, une exhibition en Arabie Saoudite totalement déconnectée du circuit ATP, où 6 champions se sont affrontés pour des sommes astronomiques. Yannick Sinner a ainsi remporté près de 7 millions de dollars, ce qui pose une vraie question. Jusqu'où ira la monétisation du tennis? Certains joueurs sont tentés de privilégier ces exhibitions ultra rentables plutôt que d'enchaîner les tournois classiques, ce qui met en péril l'équilibre du circuit. Les circuits hommes et femmes ont aussi connu des séries de réformes. Mais plutôt que d'apporter de la stabilité, ces modifications ont souvent contribué à une certaine confusion. En 2020, la Fed Cup a repris le nom de Billie Jean King Cup, avec un format revisité censé la moderniser. Une phase finale à 12 nations, en semaine et en un seul lieu. La nouvelle formule peine à convaincre et l'intérêt pour l'épreuve est en déclin. Côté masculin, en 2020, on lance l'ATP Cup pour concurrencer la Coupe Davis, compétition qui a finalement été abandonnée après seulement 3 éditions, faute d'engouement. Elle est remplacée en 2023 par la United Cup, une compétition mixte qui est censée valoriser le tennis en équipe, mais qui peine à s'installer comme un rendez-vous incontournable. Pendant ce temps, après avoir subi une refonte controversée en 2019, la Coupe Davis est un échec sportif et populaire. Un échec qui a mené à l'abandon de ce format en 2023 et à la rupture du partenariat avec Cosmos. C'est l'un des plus grands fiascos de l'histoire du tennis. En 2020, on a aussi la création de l'Ultimate Tennis Showdown par Patrick Mouratoglou. C'est un format alternatif de tennis conçu pour attirer un nouveau public, plus jeune, et dynamiser le jeu. L'UTS propose des matchs très rapides avec un système de 4 cartons de 8 minutes et un chronomètre limitant le temps entre les points. Les joueurs peuvent utiliser des cartes spéciales pour influencer le jeu et le coaching est libre. Et comme si c'était pas assez, Djokovic et Pospisil décident de créer en 2020 la PATP, un groupe de défense des intérêts des joueurs. Un syndicat qui remet en cause la gouvernance traditionnelle du circuit et qui s'oppose directement à l'ATP. Donc tous ces changements donnent l'impression d'un tennis qui tâtonne, qui essaye de se réinventer, mais qui génère de la confusion, avec des compétitions dont l'identité reste floue et peu prestigieuse. Côté innovation, le tennis semble se moderniser. L'un des changements majeurs, c'est l'automatisation de l'arbitrage qui s'est généralisée. L'Open d'Australie et l'US Open ont adopté un arbitrage entièrement électronique sur la plupart des cours.
plus aucun juge de ligne n'est présent sur le terrain. C'est un système de capteurs et de caméras ultra précises qui annonce les balles fautes ou lettes. L'objectif est double, éviter les erreurs humaines et fluidifier le jeu en supprimant les contestations. Autre évolution majeure, le coaching en match est maintenant autorisé. Longtemps interdit pour préserver l'égalité entre les joueurs, le 1er janvier 2025, il est devenu officiellement autorisé, avec la possibilité pour les entraîneurs de communiquer directement avec leurs protégés depuis les tribunes. Une évolution controversée qui soulève des interrogations sur l'identité de ce sport, qui est pourtant individuel. Avec ces évolutions, le tennis semble se diriger vers une modernisation encore plus poussée. Plusieurs propositions ont été évoquées pour le rendre plus dynamique et attractif, avec notamment des sets plus courts pour réduire la durée des matchs, un temps réduit entre les points, pour accélérer le rythme et rendre le jeu plus intense à la manière de l'UTS. Si certaines de ces idées restent à l'état d'expérimentation, il est clair que le tennis évolue vers un néo-tennis, plus rapide, plus technologique, mais qui pourrait perdre une partie de son essence traditionnelle. Depuis ses débuts dans les salons aristocratiques jusqu'au stade ultra connecté de notre époque, le tennis n'a cessé d'évoluer. Règles, surface, technologie, style de jeu, tout a changé. Mais une question reste en suspens. Que nous réserve le futur? Qu'est-ce que va devenir le tennis dans 10 ans, 20 ans, 50 ans? Aujourd'hui, on parlerait de matchs plus courts, de formats plus spectaculaires, d'un arbitrage 100% automatisé. Donc le tennis cherche à s'adapter à une époque où tout va plus vite. Mais au fond, jusqu'où peut-il aller sans perdre son âme? La relève est là, Alcaraz-Sinner. Mais est-ce que cette ère post-Big Three sera-t-elle aussi marquante? Pas sûr, parce que les trois ont mis la barre tellement haute que rien ne garantit des heures aussi belles dans les prochaines décennies, en termes de dramaturgie, de spectacle et de magie dans les finales de Grand Chelem. Verra-t-on une nouvelle domination sans partage, ou au contraire un circuit plus ouvert où tout peut arriver? Est-ce que les records les plus iconiques seront battus? Est-ce qu'un homme ou une femme dépassera les 24 titres du Grand Chelem? Probablement, parce que cette vidéo c'était aussi un prétexte pour montrer que tous les records, aussi fous soient-ils, finissent par être battus. Est-ce qu'un fou ou une folle va réussir à remporter 14 Roland-Garros, ou du moins s'en approcher? Ça c'est moins sûr. Et chez les femmes, est-ce que le circuit féminin progressera dans sa quête de reconnaissance, avec des championnes impactantes qui réussissent à rendre le tennis féminin enfin passionnant? Espérons-le. Et si demain le tennis devenait un spectacle encore plus interactif, avec des spectateurs qui influencent les règles en direct, des tournois joués dans des environnements immersifs, des joueurs augmentés par la technologie, tout est envisageable. Parce que comme on l'a vu tout le long de cette vidéo, le tennis suit son temps, et il continuera d'évoluer comme il l'a toujours fait. Reste à savoir s'il restera fidèle à son ADN, ou s'il deviendra un tout autre sport. C'était l'histoire du tennis, un sport riche en histoire et en rivalités légendaires. Une chose est sûre, l'histoire continue de s'écrire, toujours aussi fascinante et imprévisible.